Tout le monde le prenait pour un orphelin chétif, sans défense, dans un monde nouveau avec des compétences de rang E, mais il se venge de tous en les anéantissant. Mimo était un enfant tourmenté, maltraité chez lui par le nouveau petit ami de sa mère après la mort de son père. Le pauvre enfant était battu chaque jour, recevant à peine de quoi manger, recroquevillé dans un coin, se protégeant du mieux qu'il pouvait. Pendant que son horrible mère regardait la télévision, ignorant ses cris de douleur, il a fini par grandir, devenant un enfant solitaire, faible et sans aucune confiance en lui. Il se réveille d'un cauchemar où son beau-père le battait. Quand il entend le tyran de sa classe, un certain Chou, s'en prendre à une gentille fille nommée Aya, il lui arrache son livre et le brandit en l'air, se moquant d'elle parce qu'elle lit des romans pour filles. Parce que cet imbécile digue négatif ne peut pas comprendre qu'une fille puisse lire des romans pour filles. Mimo imagine comment, dans une série télévisée, il arrêterait l'intimidation et gagnerait l'admiration de tous, mais il sait qu'en réalité, personne dans le bus ne s'en soucie, et s'il la défend, sa faible constitution ne fera que lui valoir des coups. La plupart des élèves populaires soutiennent Cho, tandis que les autres rient pour éviter d'être ciblés. Le professeur est inutile, endormi, pendant que Cho exige sans relâche le numéro de téléphone de la fille. Avant même de s'en rendre compte, Mimo se lève, regarde Cho droit dans les yeux et lui dit de laisser Aya tranquille. Cho rit, le traitant de simp et de faible, quand soudain Kiri, le garçon le plus populaire de la classe, dit à Cho de rendre le livre. Cho obéit et rend le livre à la fille, puis passe à un autre intello, Yasu, pour le harceler. Mimo se demande pourquoi il a défendu Aya, un acte inhabituel pour lui. Mais avant qu'il ne puisse y réfléchir, tout le monde dans le bus est transporté dans un monde différent. Ils sont tous complètement déconcertés, debout dans un endroit totalement inconnu, tandis qu'une déesse séduisante se tient au sommet d'un pont et se présente comme la déesse visée. Elle explique que chaque fois que la menace d'un roi démon apparaît, le royaume d'Alian invoque de braves guerriers d'un monde différent pour défendre leur royaume. Il y a 200 ans, le roi démon a failli démolir leur royaume tout entier. Mais grâce à quelques héros, le roi démon fut vaincu de manière décisive, et toute l'armée démoniaque fut détruite. Malheureusement, le roi démon a été ressuscité, c'est pourquoi ils ont tous été téléportés dans ce monde pour combattre en tant que nouveaux héros qui mettront fin au roi démon. Les étudiants sont complètement confus, se demandant s'ils sont morts ou si c'est une sorte de farce. Leur professeur leur dit de se taire, et leur demande d'écouter ce que la déesse a à dire. Mimo observe l'architecture ancienne, les soldats en armure, tenant des lances, et la déesse aux yeux d'or, avant de se pincer, pour vérifier s'ils ne rêvent pas. Kiri finit par prendre la parole et demande à la déesse ce qui se passera s'ils ne coopèrent pas avec elle, ce à quoi la déesse sourit et affirme qu'elle ne pourra pas les renvoyer dans leur monde. Kiri demande s'il y a vraiment un moyen de rentrer, et Visay répond qu'il existe un rituel d'invocation inversé qui peut les renvoyer. Mais pour l'obtenir, ils devront tuer le roi démon, car ils auront besoin d'une partie spéciale appelée l'élément maléfique, qui ne tombera que s'il meurt. Cho lui hurle dessus pour les avoir appelés dans un nouveau monde sans leur laisser le choix, et refuse d'aider, mais Visay s'agenouille et les supplie d'aider à sauver son royaume de la destruction. Aya prend la parole et dit à la déesse qu'ils ne sont que des humains qui ne peuvent vraiment rien faire, mais Visay promet qu'ils possèdent des capacités dont ils n'avaient aucune idée. Cho pense toujours que tout cela est une blague, alors Visay décide de le prouver et fait apparaître un prisonnier de guerre et un chien démon géant. Elle lâche le chien démon géant et il se jette immédiatement sur le prisonnier avant de le tuer. Certaines filles y sont horrifiées et tombent à genoux, tandis que Visay regarde le démon avant de réciter un sort et de réduire complètement le monstre en flammes, le faisant disparaître de l'existence. Elle appelle les étudiants et leur dit qu'ils vont mesurer leur capacité latente. Un par un, tous les étudiants s'approchent d'une boule de cristal et vérifient leur capacité, tandis qu'elle brille de différentes couleurs. Une fois les intellos passés, Cho s'approche du cristal et dès qu'il pose sa main dessus, il commence à briller d'une couleur rouge vif. La déesse a l'air heureuse et affirme qu'il possède des compétences de rang A. Finalement, Kiri s'avance, mais dès qu'il pose sa main sur la boule, elle commence à briller d'un doré éclatant avant d'exploser. Après cela, Aya s'y rend, et elle aussi s'avère être de rang S, et après quelques autres étudiants, une autre fille s'approche, qui se révèle être de rang S. Les gardes sont complètement choqués, car Visay explique qu'un seul individu de rang S est déjà considéré comme extrêmement chanceux. Mais avoir 3 personnes de rang S, c'est irréel. Finalement, Mimo s'approche du cristal, mais quand il pose sa main sur la boule, elle commence à briller d'une faible couleur violette. La déesse ne lui accorde même pas une seconde pensée, et dit à la personne suivante de s'avancer. Mimo essaye de demander quel est son rang, mais elle l'ignore complètement. Alors il s'éloigne, réalisant que même dans ce monde, il restera un personnage secondaire. Après cela, Yasu, l'intello, s'approche du cristal et se révèle posséder une capacité sombre spéciale en lui.
qu'un autre héros des ténèbres avait possédé il y a quelque temps, et était devenu le plus fort. Finalement, tout le monde vérifie ces statistiques, tandis que la déesse leur dit qu'ils ont aussi une capacité personnelle qui varie d'une personne à l'autre, avant de leur annoncer qu'ils doivent maintenant accomplir un rituel crucial. Elle appelle Mimo devant et il est immédiatement poussé par un garde. Elle l'envoie en bas, dans une fosse sombre, et affirme que Mimo est de rang E, ce qui est le plus bas de toute la classe. Historiquement, les personnes de rang E ont causé beaucoup de problèmes, elles sont donc généralement tuées. Mais comme cette fois, ils ont eu tant de héros incroyables, elle donnera au rang E une chance de sauver sa vie. Et il sera envoyé aux ruines abandonnées, un donjon lointain, où sont envoyés criminels et monstres. Elle lui dit que s'il parvient à survivre, ils le laisseront tranquille, et il aura le droit de vivre, sinon il pourra dire adieu à sa vie. Mimo essaie de protester, affirmant qu'il peut s'améliorer, mais la déesse répond qu'il tombe dans la catégorie des cadres d'échecs, ce qui signifie que ses statistiques sont si basses que même après s'être entraîné à fond, il ne peut pas s'améliorer. Il s'énerve et dit à la déesse qu'il n'a jamais choisi de venir ici, il a été invoqué contre son gré, et maintenant il est jeté. Mais Kiri le coupe et lui dit qu'il fait perdre du temps à tout le monde, car les filles sont déjà fatiguées. Alors que tout le monde était d'accord avec lui, Mimo tombe à terre, vaincu, quand Yasu s'approche de lui. Mimo se souvient de l'époque où il avait aidé Yasu après qu'il ait été harcelé, mais Yasu le rejette et lui dit qu'un rang E devrait parler avec plus de respect à ses supérieurs. Mimo perd tout espoir alors que la déesse commence le rituel et lui jette un sac en cuir comme objet spécial, lequel est complètement inutile. Aya essaie de défendre Mimo en disant que c'est mal. Frustré au-delà de toute mesure, il lève le bras et utilise le sort de paralysie sur la déesse qui parvient facilement à le bloquer avant de traiter Mimo de perdant pour avoir même essayé de la frapper avec ses compétences de rang E. Kiri essaie aussi son sort qui crée une énorme boule de feu, affirmant qu'il ne faisait que vérifier en laissant une petite quantité de mana dans le sort. Tout le monde rit de la différence de puissance entre un perdant comme Mimo et eux-mêmes, tandis que Mimo baisse simplement la tête, des larmes coulant sur ses joues. Il se souvient comment son jeune moi avait l'habitude de pleurer quand soudain son âme lui dit d'arrêter d'agir comme une bonne personne et de leur montrer la vraie nature de son cœur, la nature qu'il a essayé de réprimer pendant si longtemps. Mimo lâche enfin tout en levant les yeux, le regard empli de haine, et dit à la déesse qu'elle est une sale garce pourrie, et la prévient de se tenir prête s'il revient un jour vivant. Il est immédiatement transporté dans une grotte sombre où il essaie d'ouvrir son statut, mais échoue à cause de la faible lumière. Il verse du mana dans le sac en cuir, et la gemme commence à briller, ce qu'il utilise comme lanterne en se déplaçant dans la grotte. Soudain, il réalise qu'il marchait sur des squelettes, ce qui l'effraie. Il se demande ce qui a bien pu tuer toutes ces personnes quand un monstre tente de l'attaquer, ce qu'il esquive de justesse et commence à fuir. Le monstre se met à le poursuivre tandis que Mimo court de toutes ses forces, se demandant s'il devrait faire demi-tour et combattre, mais son cœur sait que la différence de niveau est si grande qu'il mourra simplement dès qu'il s'arrêtera. Il se met à pleurer de peur et est projeté au sol, à cause d'une roche qui dépasse du sol. Il se retourne pour voir la mort en face, tandis que la frustration de sa vie prend le contrôle de son corps. Juste au moment où le monstre était sur le point de le tuer, Mimo tente un dernier effort désespéré pour sauver sa vie et lance le sort de paralysie qui, à sa grande surprise, pétrifie réellement le monstre sur place. Il se lève immédiatement et se met à fuir, mais il atteint bientôt le bout de la grotte où un autre démon oiseau s'approche de lui avec l'intention pure et simple de le tuer. Mimo lève immédiatement son bras une fois de plus et utilise le sort de paralysie qui gèle à nouveau l'ennemi. Il réalise que ce n'était pas un coup de chance et que son sort fonctionne réellement, mais il commence à se sentir fatigué, alors il ouvre ses statistiques et remarque que son mana était presque complètement épuisé. Il réalise qu'il lui reste une autre compétence, alors il essaie de lancer un sort de poison sur le monstre, ce qui fonctionne très bien car le démon commence à noircir et à saigner de son corps. Mimo s'assied sur le sol de la grotte, se demandant pourquoi ses sorts sont si efficaces contre ces démons, quand soudain il entend quelque chose derrière lui. Il se retourne pour voir que le démon Minotaure a réussi à briser le sort et est prêt à porter le coup fatal à Mimo. Mais cette fois, au lieu de fuir, toute la haine envers ceux qui l'ont maltraité lui revient. Et même après être complètement épuisé, il lève les bras vers le démon, déterminé à tuer pour vivre sa vie désormais, et défie le démon de le combattre, ne sachant pas s'il survivra cette fois-ci ou non. Son corps passe rapidement en mode fuite ou combat, où il commence à réfléchir à n'importe quel moyen d'échapper à cette situation. Alors qu'il est complètement encerclé par de multiples monstres attendant de le dévorer, il se demande ce qui se passera s'il essaie d'utiliser des compétences, même s'il n'a pas de mana, comme dans les jeux auxquels il jouait. Quand une personne faisait ça, elle finissait par mourir. Il décide qu'il n'a pas d'autre choix,
car s'il n'essaie pas, il sera certainement tué. Alors il se tourne vers l'un des monstres et utilise son sort de paralysie sur lui. Le sort ne fonctionne pas, et le monstre commence à l'attaquer sans relâche. Alors qu'il essaie d'esquiver et de reculer, il réalise qu'utiliser le même sort 2 fois sur un monstre ne sera pas très utile, quand soudain il remarque qu'il a débloqué un nouveau sort appelé Sommeil. Juste au moment où le monstre était sur le point de l'écraser, Mimo finit par utiliser le sort de sommeil sur lui, et à sa grande surprise, le monstre s'arrête net et tombe au sol, immobile. Il utilise immédiatement son sort de poison sur la bête également, afin qu'elle ne revienne pas l'attaquer plus tard, mais utiliser ses compétences sans avoir de mana pèse lourdement sur sa santé. Avant même qu'il ne puisse élaborer un plan, il remarque qu'une énorme horde de monstres court vers lui à toute vitesse, tandis qu'il se demande s'il a assez de santé pour affronter tous ces monstres ou non. Il utilise son sac magique comme une grenade aveuglante, ce qui aveugle les monstres, après quoi il commence à utiliser son sort de paralysie sur tous, les arrêtant immédiatement. Il reste là, se demandant s'il devrait aussi utiliser le sort de poison sur tous, mais réalise qu'il n'a pas assez de santé pour cela. Soudain, à son horreur, un tas d'autres monstres émergent des profondeurs des donjons, submergeant complètement ses sens. Mais il décide qu'il ne mourra pas sans combattre et commence à utiliser sa capacité de paralysie sur tout monstre qui s'approcherait de lui. Bientôt son corps commence à se sentir lourd, il a le vertige, mais il parvient à tenir bon, mais juste au moment où tout semblait perdu, il finit par monter de niveau. Immédiatement, son mana est reconstitué et son statut est amélioré, ce qui l'aide à lancer encore plus de sorts de paralysie sur l'ennemi, se sauvant pour le moment. Il réalise qu'il a monté de niveau parce que le monstre oiseau est mort, grâce à son sort de poison. Cela lui donne une idée, et il commence à les paralyser tous, déterminé à gagner autant de niveaux que possible, tout en se battant pour sa vie. Il réalise qu'il a acquis une nouvelle compétence, qui lui permet de cibler un groupe entier à la fois, alors il les paralyse tous ensemble. Il se demande pourquoi son sort n'a pas fonctionné sur la déesse, car depuis qu'il est entré dans ce donjon, le taux de réussite a été de 100%. Il passe ensuite nonchalamment devant tous les ennemis en utilisant son sort de poison sur eux. Il monte de niveau une fois de plus quand les monstres commencent à mourir, alors il s'assied sur un rocher, souriant, en réalisant qu'il a créé une ferme à XP grandeur nature, comme dans Minecraft, avec laquelle il peut gagner beaucoup de niveaux. Il vérifie son statut et est stupéfait de voir qu'il est déjà au niveau 250 et que son point de mana est incroyablement élevé aussi. Un autre monstre meurt et il gagne à nouveau plusieurs niveaux d'un coup. Il utilise ensuite son sort de sommeil sur tous pour faire monter de niveau le sort également, et encore une fois, quand le monstre est mort, il a gagné un tas de niveaux, au point qu'il est devenu niveau 500 en quelques minutes seulement. Il décide qu'avec autant de niveaux, il peut certainement s'en sortir vivant d'ici, mais il décide de rester sur ses gardes car il y a encore beaucoup de monstres en vie. Il se lève et regarde les monstres restants, quand soudain il se retourne et commence à fuir loin de lui. Il récupère toutes les pièces d'équipement qu'il peut acquérir sur les corps d'aventuriers morts, gisant autour, et parvient à trouver une cape et quelques autres petits objets. Il s'enfonce plus profondément dans la grotte, où il y a encore plus de monstres, mais réalise qu'il n'a pas mangé depuis un moment et qu'il a extrêmement faim. Il n'a aucune idée d'où il peut trouver de la nourriture, mais il se souvient alors des monstres qu'il a déjà tués. Il retourne sur les lieux du massacre et trouve un monstre sur lequel le sort de poison s'est dissipé. Il sort alors son épée et essaie d'en découper un morceau de viande seulement pour réaliser que la peau est trop dure. Découragé, il se demande si, même après avoir tué tous les monstres, il finira par mourir de faim. Soudain, il remarque la gemme sur le sac qui brille d'un étrange violet, alors il se lève pour l'inspecter. À sa grande surprise, il l'ouvre et y trouve de la viande séchée et une bouteille de Coca-Cola. Cela lui met les larmes aux yeux alors qu'il boit avidement le liquide, s'étouffant presque. Il commence à grignoter la viande séchée en paix, se demandant comment ce sac fonctionne et s'il en obtiendra plus de nourriture ou non. 2 jours passent depuis son arrivée dans le donjon, et assez vite il est devenu assez fort pour vaincre facilement d'énormes hordes de monstres mortels, simplement en s'asseyant sur un rocher et en leur lançant des sorts à répétition grâce à sa réserve de mana quasi infinie. Il regarde autour de lui la scène du massacre et se demande tristement ce qu'il a fait de si mal dans la vie pour être traité de cette façon. Il se souvient comment, quand il était jeune, il rêvait de tuer le petit ami de sa mère, sachant que s'il ne tuait pas cet homme, un jour, cet homme le tuerait certainement. Heureusement pour lui, sa vie a pris un tournant quand sa tante et son oncle l'ont sauvé de sa vie misérable et ont commencé à prendre soin de lui. C'est alors qu'il a décidé de devenir un bon être humain. Toujours gentil avec les autres, mais il revient à la réalité, regardant le chaos qu'il a causé sans ressentir aucune tristesse pour leur mort. Il réalise qu'il a toujours été un monstre et décide de l'accepter, alors qu'il monte de nouveau au niveau 950. Après cela,
il s'enfonce encore plus profondément dans le donjon où il trouve un monstre œil flottant qu'il tue immédiatement avec son combo paralysie poison et avance. Il trouve une pièce où 2 aventuriers semblent être morts, alors il vérifie leurs affaires et trouve un sac rempli de gemmes qu'il prend et continue son chemin. Il trouve une pièce géante qu'il ouvre pour y découvrir un autre squelette à l'intérieur. Il trouve la blessure dont l'homme est mort et un parchemin avec quelques mots dessus. Il le lit et découvre que le squelette appartient au héros des ténèbres dont Visée parlait. Le héros des ténèbres écrit qu'il a été envoyé ici par la déesse maléfique Visée quand elle n'avait plus besoin de lui et dit à quiconque trouve cette lettre de ne jamais faire confiance à la déesse. Il plie le parchemin avec colère dans ses mains, réalisant que le roi démon n'est pas la seule personne maléfique dans ce monde, car lui-même et la déesse sont tous deux également maléfiques. À l'intérieur du sac du héros, il trouve un livre magique géant, rempli de techniques de magie noire, pour fabriquer des objets et des sorts. Il vérifie le parchemin à côté, mais est incapable de le lire. Alors il le met dans son sac, avant de prendre les vêtements du héros mort. Il remarque soudain une éclaboussure de sang sur l'une des pages, qui disait que le dévoreur d'âmes avait tué tout le monde. Mimo remercie le héros mort et sort par les galeries, jusqu'à ce qu'il trouve une porte géante. Il réalise qu'il doit insérer quelque chose pour que la porte s'ouvre, alors il vérifie ses statistiques, seulement pour voir qu'il est maintenant au niveau 1-200. Il se demande s'il est assez fort pour tuer le dévoreur d'âmes qui se trouve dans le couloir suivant. Il essaie d'y entrer, mais est immédiatement attaqué par un rayon qui lui effleure la main, le forçant à la bander. Il se demande comment il peut vaincre une telle entité, qui a même vaincu le héros des ténèbres, ce qui signifie que ce dévoreur d'âmes est définitivement le boss final et la clé pour s'échapper de cet endroit. Soudain, le dévoreur d'âmes commence à avancer et vomit une masse gluante qui se transforme en humain à moitié mort qui commence à marcher vers Mimo. Il les paralyse, mais est incapable d'utiliser le poison car ils ont toujours l'apparence humaine, tandis que le dévoreur d'âmes traverse le mur et se met à hurler. Mimo est laissé dans une agonie mentale alors qu'il essaie de reculer, mais le monstre vomit d'autres humains à moitié morts qui poussent Mimo dans un coin alors qu'il commence à pleurer pour que quelqu'un le sauve. Tout cela semble amuser le dévoreur d'âmes, qui se met à rire de l'agonie de Mimo, mais c'est exactement ce qu'il attendait. Dès que le monstre a baissé sa garde, Mimo a utilisé le sort de paralysie sur lui, et le dévoreur d'âmes est tombé au sol avec un air surpris. Mimo rit du monstre, affirmant qu'il a dupé le démon avec ses talents d'acteur, car c'était le seul moyen pour lui de baisser ses défenses. Il dit au monstre que toute sa vie, il a fait semblant d'être un bon humain, gentil avec les autres, et qui ne ferait jamais de mal à personne, mais maintenant sa vraie nature se révèle. Il ne se soucie pas du nombre d'humains à moitié morts qu'il vomit, car cela ne lui importerait pas. Il est dans un monde où il faut tuer ou être tué, donc toute chose en mouvement ayant l'intention de lui faire du mal, qu'il s'agisse d'un monstre, d'un humain à moitié mort ou d'un humain bien vivant, il les tuera tous de la même manière, sans aucun regret. Le dévoreur d'âmes commence à saigner de l'œil, tandis que Mimo s'approche simplement et utilise le sort de sommeil sur tout le monde autour de lui pour en finir une fois pour toutes. Après un certain temps, le dévoreur d'âmes finit par mourir, et soudain, un tas d'âmes s'échappent de son corps et prennent des formes humaines éthérées qui le remercient d'avoir vaincu ce monstre, car elles étaient piégées à l'intérieur de ce démon, sans aucun moyen de s'échapper pendant qu'il tuait encore plus d'humains. Finalement, le héros des ténèbres est apparu et lui a simplement dit de s'occuper de la déesse maléfique avant de disparaître. Mimo prend la gemme du dévoreur d'âmes et se dirige vers la porte principale. Alors qu'il insère la gemme dans la porte et qu'elle s'ouvre, il se demande ce qu'il fera de cette salope de déesse une fois qu'il aura mis la main sur elle. Pendant ce temps, dans les forêts en dehors de la capitale royale, les camarades de Mimo chassent des démons pour monter de niveau. Tandis que Sho poursuit un chien démon avec son épée, Kiri incinère un autre monstre grâce à sa puissante compétence, atteignant ainsi le niveau 18. Ailleurs, le nerd Yasu, dont la personnalité a basculé à 180 degrés, brûle des monstres avec ses flammes sombres et rit en entendant leurs cris. Loin d'eux, une fille timide et pure nommée Koba hésite à tuer des monstres, mais une brute appelée Asagi lui demande de les tuer, sinon elle perdra la vie, car c'est la première épreuve que la déesse leur a donnée. Asagi tient Koba en laisse, lui disant que bientôt, la classe se désintégrera, et diverses factions se formeront, car il y a beaucoup de gens égoïstes. Asagi est de rang B, et elle prévoit de créer sa propre faction avec les filles qui la suivent. Elle sait que Koba, n'étant que de rang B, ne sera pas acceptée par la faction de Kiri ni par les autres puissantes, et même Aya ne pourra pas la prendre, car elle mourra bientôt. Koba panique en entendant cela, mais Asagi lui dit de ne pas s'inquiéter de détails inutiles. Elle veut juste que Koba soit son mignon petit jouet, et pour elle, elle a demandé aux filles de sa faction de piéger un monstre qu'elle pourra facilement achever. Asagi demande à Koba de tuer le monstre et de réussir l'épreuve de Vic,
ou elle sera éliminée comme Mimo. Koba ne veut pas tuer le monstre pitoyable, mais Asagi l'incite, la forçant pratiquement à le faire. Finalement, elle tue le monstre, mais cet acte de violence la dévaste, et elle se souvient du moment où Mimo a aidé un chaton errant blessé. Elle se met à pleurer, pensant qu'elle n'a pas pu aider Mimo. Pendant ce temps, Aya reprend aussi ses esprits, et la douleur dans son ventre lui rappelle comment la déesse l'a assommée avant d'envoyer Mimo au loin. Elle va immédiatement confronter la déesse Vic, qui joue une comédie de troisième ordre, affirmant qu'elle aussi était profondément blessée d'envoyer Mimo au danger, mais que c'est la politique de leur royaume. Elle ajoute que le rituel pour se débarrasser du membre le plus faible du groupe continuera, et pendant qu'Aya dormait, elle a déjà renvoyé les faibles qui ne pouvaient tuer un seul démon. Aya déteste vraiment la déesse à ce stade, et lui dit que sa façon de faire est mauvaise. Vic se contente d'en rire, disant que chacun a le droit d'avoir des opinions différentes, mais cela ne signifie pas qu'elle essaiera de les accommoder. Aya suggère alors qu'en tant que héroïne de rang S, elle travaillera très dur et couvrira ceux qui ne peuvent pas bien performer. En retour, elle veut que Vic ne les bannisse pas. Vic accepte son idée et demande ensuite à Aya de lui serrer la main afin qu'elle puisse enterrer le passé et commencer leur relation avec une nouvelle perspective. Loin d'eux, dans les forêts sombres bordant les ruines abandonnées, une femme fuit un groupe de bandits méchants qui la poursuivent. Cependant, elle est trop négligente et laisse des indices faciles pour les bandits qui prévoient de la laisser courir autant qu'elle veut, car ils finiront par la coincer et la traquer. Au même moment, Mimo vient de sortir des ruines. Il regarde ses statistiques avant de partir et constate que son mana dépasse les 59 000, cependant il est plus intéressé à découvrir les détails de ses compétences, en ce moment. Il découvre qu'il peut utiliser la compétence de paralysie sur des parties spécifiques du corps de sa cible, en plus de tout le corps. Il peut aussi affaiblir sa compétence de poison pour la rendre non létale. Il prévoit de la tester dès qu'il rencontrera des démons. Mais en marchant, il entend des couinements venant de derrière les arbres. Il découvre qu'un groupe de slimes intimide un slime plus petit, et Mimo a pitié du petit. Cependant, le petit slime a plus de cran que l'enfant harcelé moyen, et il se défend contre ses agresseurs. Mimo décide que c'est le bon moment pour tester ses nouvelles compétences, alors il paralyse tous les slimes, puis utilise le poison non létal sur les slimes intimidateurs. Il dissipe ensuite le poison et les compétences paralysantes des slimes brutes, et les fait fuir. Il se tourne ensuite vers le petit slime et lui dit qu'il a bien fait de repousser les brutes. Mimo dit au slime qu'il va le libérer de la compétence paralysante et lui demande de ne pas l'attaquer. Il libère la compétence paralysante et poursuit son chemin, mais le slime se met à le suivre. Mimo pense que le slime est aussi un paria comme lui, alors il décide de l'adopter. Il met le slime dans sa capuche afin qu'il puisse surveiller ses arrières et l'alerter en cas de danger. Pendant ce temps, Mimo lit le livre sur les arts interdits du héros sombre. Il y a une recette pour une potion qui peut renforcer même les slimes. Mimo parle au petit slime, l'informant qu'il est en quête de vengeance contre ceux qui lui ont fait du tort. Il demande au slime s'il veut toujours le suivre et il affirme. Mimo est content de l'entendre et nomme le slime Pijimaru, et le slime aime son nouveau nom. Mimo continue d'avancer quand soudain, il est encerclé par les bandits qui poursuivaient la femme mystérieuse. Les bandits essayaient de l'épuiser, mais en chemin, ils ont détecté une autre présence, alors ils sont venus ici pour s'amuser. Le chef des bandits demande à Mimo de leur remettre tout ce qu'il a de valeur, et alors il pourrait l'épargner. Mimo est terrifié maintenant, car les bandits ont l'air effrayants, et il n'a jamais combattu d'humain auparavant. Les bandits se disputent pour savoir s'il faut se dépêcher d'attraper la fille plutôt que de perdre du temps avec des inconnus, et Mimo essaie de s'éclipser en profitant de cette chance. Cependant, le chef des bandits lui dit de s'arrêter immédiatement. Mimo le supplie de le laisser vivre, mais cela rend le bandit encore plus déterminé à le tuer. Il se précipite vers lui, mais il s'avère que Mimo faisait juste semblant d'avoir peur. Il utilise sa compétence de paralysie pour arrêter immédiatement le mouvement du chef des bandits, puis il prend son temps pour réprimander les bandits, les traitant de racailles, car même s'ils sont bien plus faibles que les démons des ruines, leurs intentions maléfiques sont encore plus intenses. Même Piggy est furieux contre les bandits, et Mimo dit que tuer de telles personnes ne pèsera pas sur sa conscience, et qu'il serait plutôt heureux d'avoir considérablement allégé le fardeau sur Terre. Il lance un sort de poison sur tous les bandits, et une fois qu'ils sont tous morts, Mimo remarque une autre présence à proximité. La présence appartient à la fille mystérieuse, qui a utilisé une technique spéciale de sa tribu pour invoquer une armure spirituelle afin de se protéger. Elle peut aussi sentir la présence de Mimo et dire que quelqu'un de très puissant est proche, mais l'aura qu'il dégage est assez incertaine. La fille ne veut rien laisser au hasard,
Alors elle brandit son épée, coupant à travers un buisson où Piggy se cachait. Juste à ce moment, Mimo arrive derrière elle et la paralyse. Elle balbutie en demandant ce qu'il veut, et il dit qu'il veut juste des informations car il est nouveau dans cette zone et n'en sait rien. La fille l'interroge sur les 4 bandits, et Mimo lui demande s'ils sont ses camarades. Elle refuse, et il croit qu'elle dit la vérité car elle ne dégage pas d'intentions maléfiques comme eux. Il retire la compétence paralysante juste de sa tête pour qu'elle puisse parler librement, et la prévient de ne rien tenter de drôle ou il la tuera. Mimo se place devant la fille et lui dit clairement que pour de nombreuses raisons, il ne fait confiance à personne, encore moins à des étrangers qu'il rencontre pour la première fois. Avant qu'il ne puisse commencer à l'interroger, la fille lui demande ce qui est arrivé aux 4 bandits. Mimo lui dit qu'il les a tous tués, et la fille n'arrive pas à y croire, car la bande de voyous était apparemment réputée pour être très forte. Elle demande à Mimo s'il les a combattus seul ou s'il a reçu de l'aide, mais il refuse de lui donner des détails. La fille croit que Mimo n'est pas un méchant, alors elle décide de lui faire confiance et dit qu'elle répondra honnêtement à toutes ses questions. Mimo commence aussi à lui faire un peu plus confiance grâce à son attitude coopérative, mais ce n'est pas suffisant pour la libérer. Ils commencent à parler et Mimo apprend qu'actuellement, il n'est pas dans le royaume alien, mais dans la forêt du royaume d'Urza, au sud. Il apprend beaucoup de choses, puis demande finalement à la fille si elle peut lire le parchemin de sort interdit. Elle ne peut que lui dire que c'est écrit dans un type d'écriture ancienne assez spécial que presque personne ne peut lire. Cependant, elle connaît quelqu'un qui le peut. Elle parle à Mimo d'une personne appelée la sorcière interdite, bannie de sa patrie car jugée trop dangereuse à cause de son savoir excessif. La fille dit à Mimo que s'il veut rencontrer la sorcière, il devrait aller dans la zone Démon Doré, une zone dangereuse au milieu du continent. Mimo remercie la fille pour toutes les précieuses informations, et elle le remercie en retour, car il l'a sauvée des bandits. Mimo dit que l'information équilibre les choses, et la fille lui souhaite bonne chance. Il pense qu'elle est trop honnête et innocente pour son propre bien, ce qui lui rappelle sa tante. Quoi qu'il en soit, il décide de prendre congé, après avoir dit à la fille que le sort de paralysie se dissipera dans quelques minutes, et qu'elle pourra ensuite poursuivre son chemin. Piggy saute aussi derrière Mimo, puis grimpe sur son épaule. Il parle de la faible probabilité que la fille les attaque une fois libérée du sort paralysant. Mais Mimo veut toujours que son partenaire Slim surveille ses arrières au cas où, et il est impatient d'aider de toutes les manières possibles. Mimo atteint bientôt une petite ville appelée Mills, et la chevalière en service est plutôt curieuse de ses affaires. Elle pense qu'il est un pecno venu d'ailleurs pour travailler comme mercenaire et piller des ruines. Cependant, elle lui donne la permission d'entrer, car le seigneur de la ville a donné l'ordre de laisser entrer tous les mercenaires, surtout ceux qui prévoient de piller les ruines. Mimo la remercie en entrant, et pense que la sécurité est très laxiste ici, car ils n'ont même pas vérifié ses bagages ni demandé de pièces d'identité, mais cela joue en sa faveur. Il atteint bientôt une auberge, où un vieil homme grincheux le reçoit. Il n'est pas amical avec Mimo au début, mais dès qu'il lui montre une pièce d'argent, l'homme commence à agir comme son serviteur personnel. Il demande son nom et Mimo adopte le faux nom de Hattie pour rester à l'auberge. La nuit, il se promène en ville pour constater qu'elle est assez paisible, même s'il y a beaucoup d'étrangers et de mercenaires ici. Il trouve qu'ils ont tous les magasins qu'on attendrait d'une ville de cette taille, dans un anime de type Ice Guy, et il y a aussi une guilde d'aventuriers. Mimo rassemble toutes les informations possibles avant de retourner à l'auberge et mange un peu. Il continue de faire semblant que la nourriture est délicieuse, même si elle n'est pas à son goût. Il garde ses oreilles, attentives, pointées vers les hommes ivres, assis à la table à côté de lui, afin de recueillir des informations sur ce monde. Les hommes ivres parlent des ordres de chevaliers les plus puissants du continent. L'un d'eux parle des chevaliers sacrés sous l'empereur Fu Falcon qui n'ont jamais perdu une guerre. D'autres hommes nomment d'autres ordres populaires, et ils croient que les chevaliers magiques de leur royaume d'Urza ne leur sont en aucun cas inférieurs. Cependant, tous les hommes croient unanimement que l'ordre de chevaliers le plus puissant du continent est celui des chevaliers dragons noirs, qui ont incendié le royaume sacré de Nia en un temps record. Ils commencent à s'extasier sur la force des chevaliers dragons noirs, qui comptent aussi le plus fort tueur de héros du monde parmi eux. Mimo en a assez entendu, alors il prend congé et emporte de la nourriture pour nourrir son Slim de compagnie, Piggy. Pendant que le Slim mange du riz, Mimo commence à formuler un plan pour l'avenir. Il pense que d'abord, il devrait trouver la personne qui peut lire le sort de magie interdite pour lui. Il se souvient que la fille dans la forêt lui a dit de rencontrer la sorcière interdite dans la zone Démon Doré. Avant cela, il prévoit d'utiliser un agent fortifiant pour augmenter la force de Piggy. Soudain, il se souvient que les hommes ivres parlaient aussi d'une nouvelle couche de ruines découverte sur leur territoire,
ce qui a attiré des mercenaires de partout, et la ville est florissante. Mimo pense qu'il peut trouver les os du roi squelette dans les ruines, qui sont la partie la plus importante pour créer l'agent fortifiant. Alors le lendemain matin, il rejoint le reste des mercenaires qui prévoient de piller les ruines. Ils sont accueillis par le marquis Creed, le seigneur de cette région. Creed parle à tous d'un nouveau repère trouvé dans les ruines du moulin et déclare une récompense de 300 pièces d'or pour quiconque découvrira le trésor ultime des ruines, la coupe de l'œil du dragon. Il promet d'acheter tout le butin du donjon à un prix élevé et dit aux mercenaires qu'ils peuvent garder les butins des monstres. Le processus d'inscription commence et l'attention de Mimo se porte sur un noble crétin nommé Flash qui essaie de draguer une fille couverte d'une capuche. Elle lui demande ce qu'il veut et Flash remarque que sa voix ressemble à celle d'une certaine chef de l'armée des chevaliers sacrés du royaume en ruine de Nia. Ces mots créent une vague de commérage parmi les autres mercenaires qui se demandent si la princesse chevalière de Nia est vraiment là, car elle a une énorme prime sur sa tête. Le crétin continue de flirter agressivement avec la femme, lui disant que même ses seins sont de la même taille que ceux de la princesse elfe qui a jadis refusé son offre de dîner. La femme lui dit qu'il se trompe de personne, alors il lui demande d'enlever sa capuche et de prouver qu'elle est humaine et non une elfe. Il est confiant qu'une fois qu'il lui enlèvera sa capuche, ses oreilles pointues révéleront qu'elle est une elfe, et comme il se souvient déjà du visage de la princesse elfe, il pourra réclamer la prime sur sa tête. Cependant, quand il retire la capuche, la fille a des oreilles de peau de forme humaine normale, et Flash est décontenancé. Mimo reconnaît la fille comme celle qu'il a rencontrée dans la forêt, mais il n'interfère pas dans ses affaires, car elle fait fuir le crétin, en humiliation toute seule. Après cela, Mimo se dirige vers le magasin pour acheter de l'équipement, mais il croise la fille encapuchonnée qui le reconnaît. Elle l'approche et commence à parler du raid. Mimo la prévient d'être prudente avec les crétins car l'homme de tout à l'heure pourrait venir lui faire du mal par dépit. Elle répond qu'elle s'en fiche et explique qu'elle agit délibérément de manière impolie avec les gens pour qu'ils la laissent et tiennent tranquille. Mimo demande ensuite à la fille son aide pour acheter des outils pour l'exploration des ruines car il craint de se faire arnaquer. Il promet de la payer pour ses services et la fille accepte volontiers l'offre car elle a besoin d'argent. Elle serre la main de Mimo, se présentant comme Myst, et il réalise que c'est un faux nom. Il se présente aussi comme Ati, mais explique qu'il a aussi des circonstances comme elle, c'est pourquoi il utilise également un faux nom. Myst aide Mimo à acheter du bon équipement, et il lui donne 3 pièces d'argent pour ses conseils, ce qui est plus qu'elle n'attendait. Elle le remercie et commence à partir, mais elle s'effondre soudainement d'épuisement. Mimo remarque les cernes sous ses yeux alors qu'il la soutient, mais Myst lui dit qu'elle a juste besoin de repos et s'enfuit. Le lendemain, Mimo se dirige vers les ruines du moulin et trouve immédiatement des mercenaires fuyant un veau démon, la jeune version des Minotaures que Mimo a combattu dans les ruines précédentes. Il paralyse et empoisonne le démon, puis l'achève avec sa courte épée. Pendant ce temps, les mercenaires appellent leur supérieur pour vaincre le veau démon, et ils sont étonnés de voir qu'il a été vaincu par quelqu'un avec un seul coup de courte épée. Imperturbable, Mimo s'enfonce dans les ruines et constate que les démons ici ne sont même pas une menace pour lui. En chemin, il surprend soudain l'abruti nommé Flash, demandant à 2 mercenaires robustes de l'aider à tuer Myst car il ne supporte pas de laisser vivre quiconque l'humilie. Il prévoit de la torturer minutieusement avant de la tuer, puis de la donner en pâture aux démons. Mimo est dégoûté par la façon de penser de la racaille de ce monde, alors il sort de sa cachette pour s'occuper d'eux. Flash et ses subordonnés se préparent à l'achever, et Mimo essaie de les tester en s'excusant et en disant qu'il gardera secret tout ce qu'il a entendu. Flash n'a aucune intention de le laisser vivre, mais juste au moment où il attaque, Mimo le paralyse lui et ses sbires. Il les empoisonne pendant qu'ils sont paralysés, et il est étrangement rafraîchissant de débarrasser le monde de la racaille comme eux. Mimo s'éloigne, et Flash le maudit, disant qu'il se vengera. Mais Mimo les laissait en vie seulement parce que de puissants démons se dirigeaient de toute façon vers eux. Les démons mangent les crétins paralysés, et Mimo s'enfonce plus profondément dans les ruines, sans aucun poids sur sa conscience. Il décide de faire une petite sieste, avant de se diriger vers les étages inférieurs, et Piggy monte la garde pendant qu'il dort. Mimo s'enfonce ensuite plus profondément dans les ruines, laissant des monstres morts derrière lui. À cause de cela, il est acculé par un groupe d'aventuriers expérimentés appelés les Tigres à dents de sabre. Leur chef Lily et son second disent voilà qu'ils n'ont même pas pu trouver la cause de la mort des monstres, alors ils soupçonnent qu'un ennemi extrêmement puissant est présent ici. C'est pourquoi ils prévoient de retourner à la surface pour assurer leur sécurité
et ils n'ont arrêté Mimo que pour lui demander s'il aimerait venir avec eux. Il les remercie de leur préoccupation et continue d'avancer. Il pense que s'il tue plus de démons et les laisse éparpiller, encore plus de mercenaires quitteront les ruines et il aura de meilleures chances d'obtenir ce qu'il veut. Finalement, il atteint la pièce où se trouve la coupe de l'œil du dragon. Mimo remarque une statue de dragon derrière elle et il a vu assez d'anime pour savoir que la chose va l'attaquer s'il prend la coupe. Alors il la paralyse et l'empoisonne à l'avance, puis prend la coupe tandis que le monstre meurt. Au moment où il se retourne, il trouve Myst là, surprise de voir que quelqu'un a atteint la pièce avant elle. Elle dit que dormir quelques heures lui a coûté le grand prix, mais à sa surprise, Mimo n'a aucun problème à lui remettre la coupe. Myst est sidérée et demande ce qu'elle devrait payer pour cela, mais Mimo lui dit qu'elle peut la garder car la personne qu'il incarne en ce moment est extrêmement naïve et susceptible, surtout quand de jolies filles sont impliquées. Myst ne peut pas prendre quelque chose valant 300 pièces d'or gratuitement, car cela blesse son honneur. Mais Mimo continue de lui dire qu'il n'a pas besoin de la coupe ni d'argent. Il commence à manipuler la plateforme et ouvre un passage secret menant plus profondément dans le donjon. Il dit à la fille que ce qu'il veut est profondément à l'intérieur de l'étage suivant et qu'il a utilisé l'offre de recrutement juste pour arriver ici. Myst propose soudainement d'être son garde du corps pour l'étage suivant comme moyen de le payer pour la coupe. Elle insiste sur le fait qu'elle lui sera utile. Et après avoir réfléchi un moment, Mimo accepte de l'emmener avec lui. Il pose 2 conditions. Premièrement, elle ne mettra pas son nez dans ses affaires personnelles, et deuxièmement, il ne peut garantir qu'ils sortiront bientôt des ruines. Myst accepte immédiatement et jure de le protéger même au péril de sa vie. Il rencontrera bientôt un monstre végétal effrayant aux yeux dorés, et Myst en fait rapidement son affaire avec ses compétences talépées. Mimo l'applaudit puis l'interroge sur les démons aux yeux dorés. Elle répond que les démons aux yeux dorés sont réputés pour avoir beaucoup de points d'expérience et qu'ils aident les héros d'un autre monde à monter de niveau rapidement. Elle ajoute aussi que les héros d'un autre monde ne peuvent pas gagner d'expérience en tuant des humains et doivent donc continuer à éliminer des démons pour progresser. Myst explique également qu'un élément magique spécial, libéré par le roi démon, transformerait les créatures et démons ordinaires en variantes aux yeux dorés, les rendant bien plus puissants et féroces. Cela fait penser à Mimo Akiri, le héros doré, et il a l'étrange pressentiment que son pouvoir pourrait être lié à tout cela. Bientôt, ils arrivent dans une zone de repos, et Myst dit qu'elle ressent la présence d'un monstre tout près. Mimo réalise que ce doit être Piggy, alors il sort le slime et le présente à Myst. Ils deviennent immédiatement amis, puis Mimo lui demande de faire une sieste car elle en a vraiment besoin. Elle accepte à contre-cœur et s'allonge sur le lit quand soudain Piggy se met à danser devant elle. Myst est distraite, et profitant de cette occasion, Mimo l'endort grâce à ses compétences. À sa grande surprise, Myst se met soudain à briller et reprend sa forme normale, celle d'une elfe. Mimo avait toujours eu un pressentiment, mais il est maintenant certain que Myst est en fait Siras, la princesse chevalier du Saint-Royaume de Nia. Loin d'eux, dans la forêt où Mimo a tué les 4 bandits qui poursuivaient Myst, le chef des chevaliers dragons noirs observe la scène de carnage. Il croit que Myst a vaincu elle-même les 4 puissants bandits, et il pense qu'il s'amusera à la combattre la prochaine fois qu'ils se rencontreront. Le lendemain, au réveil de Myst, sa compétence de transformation s'active automatiquement, lui donnant l'apparence d'une humaine normale. Elle panique en pensant que Mimo l'a peut-être vue, mais se sent soulagée en le voyant dormir par terre. Piggy s'approche d'elle et commence à couiner, et Mimo prend cela comme un signal pour arrêter de faire semblant de dormir. Ils commencent leur voyage dans le donjon après cela, et en sentant tout le sol gronder et trembler, ils décident de s'enfuir. Soudain, un monstre géant traverse le mur à côté d'eux, et Myst le reconnaît comme le roi squelette. Mimo peut dire que c'est le boss de ce donjon, car il est bien plus fort que n'importe quel démon qu'ils ont affronté. Cependant, Myst sait que l'os étrange sous son menton est son point faible, et s'ils le brisent, ils gagneront. Myst pense que les mercenaires normaux n'ont aucune chance contre le roi squelette, mais ensemble, ils pourraient y arriver. Le roi squelette semble considérer Myst comme une plus grande menace que Mimo, et il n'a aucun problème avec ça. Myst commence soudainement à activer son pouvoir, disant à Mimo qu'elle doit l'utiliser pour vaincre le boss, mais qu'elle doit aussi le garder secret du monde entier. Elle lui demande de garder son secret alors qu'une armure spéciale apparaît sur son corps. Le roi squelette commence à charger une explosion d'énergie, et Myst dit à Nemo qu'au cas où elle ne pourrait pas le vaincre, il devrait s'enfuir immédiatement. Cependant, il agit avant elle en paralysant le monstre boss avec sa compétence. Myst est confuse, mais alors que Nemo lance le sort de poison sur le démon, elle réalise soudainement qu'il est l'homme qu'elle a rencontré dans la forêt. Bientôt, le roi squelette meurt à cause du poison,
et Mimo récupère alors les os nécessaires pour créer la potion de renforcement. Il jette un coup d'œil à Myst et réalise que son esprit est plein de questions, alors il promet d'y répondre une fois qu'ils seront à la surface. Il commence à rebrousser chemin, quand soudain Piggy alerte Mimo à propos de quelque chose à l'intérieur du corps du roi squelette. Mimo commence à chercher et trouve un petit paquet à l'intérieur de la cavité thoracique du démon. Dès qu'il prend le paquet dans sa main, il se met à briller et un étrange symbole y apparaît. En ouvrant le paquet, Mimo trouve un œuf étrange, mais Piggy semble insister pour le vouloir, alors il décide de le transporter avec lui. Loin d'eux, les camarades de classe de Mimo sont également entrés dans leur premier donjon. Certains élèves s'enfuient alors que des chevaliers squelettes commencent à les poursuivre, tandis qu'une fille est assise par terre et pleure son bras sectionné. Son ami essaie de l'aider, mais elles sont attaquées par les monstres. Tout le monde s'échappe d'une manière ou d'une autre, et Aya se tient devant les monstres, déterminée à les arrêter. Cependant, avant qu'elle ne puisse faire quoi que ce soit, Sho et Kiri attaquent les monstres et les vainquent d'un seul coup. Mais Kiri utilise son attaque sans se soucier de ses camarades de classe, et Aya doit les protéger. Kiri est fier de sa force et révèle qu'il est maintenant au niveau 24. De retour à la cité du donjon, Mimo et Myst atteignent la surface, où Myst présente la coupe de l'œil du dragon aux gardes. Alors que l'attention de tous est attirée par le trésor ultime du donjon, Mimo s'éclipse silencieusement. Myst le suit et l'informe qu'elle recevra sa récompense du seigneur demain lors d'une cérémonie publique. Mimo lui demande si elle est libre jusque-là, et obtenant une réponse positive, il demande à Myst de venir dans sa chambre le soir afin qu'ils puissent discuter de certaines choses. Elle comprend, puis lui prend la main juste au moment où il part pour le remercier, encore pour la coupe. La nuit, Mimo est en train de créer l'agent de renforcement quand Myst apparaît à sa porte. Mimo lui dit qu'il veut l'engager comme escorte pour le reste de son voyage. Il dit qu'avec l'argent de la récompense de la coupe, elle est bien installée, mais il veut quand même l'engager. Il essaie juste de la faire se sentir redevable envers lui en mentionnant la coupe, même s'il n'aime pas cette tactique. Mimo lui montre ensuite une carte, lui disant qu'il veut atteindre la zone des Monts Dorés au centre du continent pour rencontrer la sorcière interdite. Il affirme que puisqu'il y a beaucoup de monstres puissants là-bas, il a besoin de quelqu'un d'habile pour combattre à ses côtés, et Myst est la seule en qui il peut avoir confiance. Myst semble incertaine d'aller dans cette zone dangereuse, et Mimo lui dit qu'elle peut prendre son temps pour y réfléchir. Il l'appelle alors soudainement par son vrai nom, Cirez, et elle répond par habitude. Ce n'est qu'après cela qu'elle réalise qu'elle s'est fait avoir. Mimo s'excuse auprès d'elle, mais révèle qu'il a utilisé sa compétence pour l'endormir dans le donjon, donc il connaît son secret. Il affirme qu'il a besoin d'elle comme d'un atout précieux, c'est pourquoi il ne la trahira pas. Il savait que ce qui la dérangeait le plus à voyager avec lui était son secret, mais maintenant, il est au grand jour. Myst cesse également de cacher ses secrets et dit qu'elle peut dissimuler sa vraie forme avec l'aide des esprits, mais ils ont besoin qu'elle dorme pour reconstituer leur pouvoir et elle retrouve son être originel pendant ce temps. Elle révèle sa forme originelle à Mimo, disant qu'elle lui fait confiance maintenant. En réponse, il lui dit aussi son vrai nom, afin qu'il soit quitte. Elle accepte de le rejoindre comme son escorte, et Mimo lui donne un des cristaux bleus qu'il a trouvé dans le premier donjon comme paiement. Myst panique en le voyant, car le cristal est en fait un objet rare appelé pierre de dragon bleu qui ne circule plus sur le marché. Juste cette pièce vaut plus que la récompense qu'elle a obtenue en remettant la coupe au seigneur. Elle refuse de prendre quelque chose d'aussi précieux et le rend à Mimo, qui pense qu'elle est trop bonne nature pour son propre bien. Il lui prend la pierre, puis la lui relance, disant qu'elle lui appartient maintenant, et qu'elle peut simplement la jeter si elle n'en veut pas. Elle l'accepte à contre-cœur, puis essaie de raconter à Nemo son histoire et les gens qui sont toujours à sa recherche. Cependant, il affirme qu'il n'est pas intéressé par son passé, car en tant qu'employeur, la seule chose qui l'intéresse, ce sont ses capacités. Le lendemain, alors qu'ils prennent leur petit déjeuner ensemble, les gens de l'auberge commencent à dire des choses désagréables à leur sujet. Mimo dit à Myst de les ignorer, puis lui demande ce qu'elle sait des sorts interdits. Elle lui dit que c'est la déesse Visée qui a interdit certains sorts anciens et les a classés comme sorts interdits. Mimo pense que si la déesse les a bannis, ces sorts pourraient être dangereux pour elle. Il remercie Myst pour l'information, et elle rougit, car c'est la première fois qu'il la remercie ouvertement. Après cela, Myst part chercher ses récompenses, tandis que Nemo va dans la forêt pour améliorer Piggy avec la médecine de renforcement. Du côté de Myst, elle se sent déplacée à une fête pleine de nobles et d'hommes riches. Il se fait trop tard, et elle n'a pas encore reçu sa récompense. C'est alors que le seigneur appelle un célèbre magicien capable de briser les illusions pour un spectacle devant ses invités. Myst craint d'être découverte, et voyant qu'elle est en retard, Mimo commence aussi à soupçonner un coup fourré. De retour chez ses camarades de classe, Aya rend visite à la déesse Visée pour s'informer du traitement de la fille
qui a perdu sa main. Visée dit qu'elle a guéri la fille uniquement parce qu'elle était une héroïne de rang B. Elle demande ensuite à Aya si elle ne rejoint pas le groupe de Kiri et essaie de la manipuler en lui faisant croire qu'il est égoïste de sa part de ne pas s'associer à un autre héros de rang S. Malgré avoir été attaquée par de telles techniques de manipulation, Aya reste ferme et dit qu'elle ne peut pas travailler avec Kiri pour le moment. Elle jure de remplir elle-même ses devoirs d'héroïne de rang S. Et en entendant cela, Visée dit qu'elle laissera tous les étudiants qui n'ont pas pu passer le premier essai avec elle afin qu'elle puisse les entraîner. Aya panique et rappelle à la déesse qu'ils avaient fait un marché. Ces étudiants seraient aidés laissés tranquilles si elle se battait en leur nom. Mais la déesse dit qu'elle a reçu un ordre du roi, donc elle n'a pas le choix. Elle dit à Aya que si elle n'emmène pas les perdants avec elle, ils seront éliminés, et Aya n'a plus d'autre choix que d'accepter l'ordre de Visée maintenant. Du côté de Mimo, il pense que soit Mist les a trahis et s'est enfui après avoir reçu l'argent du prix, soit quelque chose lui est arrivé. La première option semble peu probable, alors il décide d'aller la rencontrer, et en chemin, il entend des gens dire que la fille qui a obtenu la coupe s'est avérée être la princesse elfe recherchée. Ils disent qu'elle s'est enfuie dans la forêt après que son secret ait été découvert. Mais cela ne la sauvera pas, car les chevaliers dragons noirs sont sur sa piste. C'est alors que 3 dragons apparaissent dans le ciel et se dirigent vers la forêt, où Mist essaie de s'enfuir. L'un des chevaliers dragons l'attaque, et Mist essaie d'abord d'utiliser sa magie spirituelle pour l'abattre avec une entaille aérienne. Elle enchante son épée pour vaincre le deuxième, et le troisième chevalier dragon aussi. Elle est fatiguée de les combattre bien qu'ils soient des chevaliers de bas rang. C'est alors qu'une lance se dirige vers elle et elle la bloque. Un dragon charge vers elle, mais Mist réalise que c'est un leurre, et que le véritable ennemi est devant elle. Alors elle fonce et croise le fer avec un chevalier de haut rang, nommé Jizun, qui lui dit qu'elle va mourir ici. Mist ne peut pas utiliser son armure spirituelle pour combattre à pleine puissance à cause du sort de rupture d'illusion lancé plus tôt, et Gazan continue de la repousser en révélant qu'il a reçu des ordres d'une certaine personne de la tuer sur le champ plutôt que de la capturer vivante. Cependant, il prévoit de s'amuser un peu avec elle avant de la tuer. Il continue de repousser Mist, et quand elle perd l'équilibre et tombe, il lui donne un coup de pied pour éloigner son épée avant de lui sauter dessus. Heureusement, Mimo arrive juste à temps et paralyse Gizun et son dragon. Mist se sort de sa situation et lui demande ce qu'il fait ici, pendant que Mimo applique un poison non létal sur le chevalier. Il endort Gizun avant de parler avec Mist, et lui rappelle qu'ils ne peuvent pas parler de choses privées quand d'autres sont présents. Il lui dit qu'il est revenu la chercher, mais elle lui dit qu'elle ne peut pas accepter son offre d'emploi maintenant, car il sera aussi poursuivi par les chevaliers dragons s'il est avec elle. Elle essaie de lui rendre la pierre de dragon bleue aussi, mais il s'irrite et lui jette une bourse pleine de pierres de dragon. Mist est perplexe en le recevant, et Mimo lui dit qu'il ne peut pas trouver de meilleure escorte qu'elle, et qu'il ne peut pas non plus se donner la peine d'essayer. Il lui demande alors brusquement de se déshabiller, et Mist se demande si elle a bien entendu. Mimo la regarde, agacée qu'elle ne comprenne pas ce qu'il veut, et lui dit que tout le monde l'a reconnue à cause de sa tenue, et qu'elle doit changer pour brouiller les pistes. Il lui dit ensuite qu'il a besoin d'elle pour trouver la sorcière des bois, car il doit savoir ce que sont ces sorts interdits, et elle pourrait même l'aider à mieux cacher son identité. Il se dirige ensuite vers Jizun, et retire le sort de sommeil avant de lui demander qui diable l'a envoyé tuer Mist. Jizun le regarde, se demandant quand il mourrait, mais Mimo lui promet que s'il révèle la vérité, il sera épargné, et Mimo lèvera le sort de poison. Jizun décide de révéler le secret, car il voulait aussi voir comment la princesse elfe réagirait à cela. Mais avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, Mimo sent le danger et tire Mist à l'écart, alors qu'une énorme épée fracasse la tête de Jizun. Mimo se retourne immédiatement pour voir 3 chevaliers dragons menés par un jeune homme aux cheveux argentés et aux yeux rouges perçants, qui se déclare la troupe la plus forte de l'humanité, connue sous le nom de Sivit. Il descend avec ses 3 compagnons alors qu'ils présentent leur unité comme les 5 chevaliers dragons. Jizun faisait aussi partie d'eux, mais il a trop parlé, et c'est pourquoi il a dû mourir. L'un d'eux semble un peu plus flamboyant que les autres avec sa coupe de cheveux style Karen, tandis que l'autre veut se déguiser en pirate et dit à Sivet qu'il devrait l'utiliser comme un ballon et la lancer sur le terrain avant de la tuer, puisque le roi lui-même a ordonné qu'elle soit tuée à vue. Le flamboyant Karen dit aux pirates de se taire, car le roi veut que le cadavre soit aussi beau que Mist l'est dans la vraie vie. Pendant ce temps, Mist est horrifiée par ce que ces hommes disent. Elle sort son épée, affirmant qu'elle ne mourra pas si facilement. Mais les gars ne la prennent pas au sérieux, et Sivet lui dit qu'il lui donnerait une chance de gagner un duel contre lui, et si elle gagne, il la laissera tranquille. Mais ses yeux se tournent immédiatement vers Mimo, car il est actuellement plus intéressé par cet étrange homme étranger que par la princesse elfe elle-même.
Mimo réalise que sa vie ne tient qu'à un fil en ce moment, car il peut sentir la puissance de cet homme 100 fois supérieure à celle du dévoreur d'âmes qui lui a donné du fil à retordre. Il sourit toujours pour une raison quelconque et demande à Sivet s'ils peuvent discuter. Sivette lui demande son nom, mais Mimo donne son faux nom, que Sivette reconnaît immédiatement et s'intéresse encore plus. Le pirate semble plus bête qu'une pierre et demande pourquoi il est si intéressé par le garçon. Mais Sivet répond que ce garçon ne tremble pas devant les chevaliers dragons et souhaite même avoir une conversation avec l'homme le plus fort de l'humanité. Mimo réalise qu'il doit bien jouer ses cartes s'il veut survivre à cette épreuve et demande à Sivet s'il veut simplement combattre les ennemis les plus forts qu'il puisse trouver sur Terre pour assouvir sa soif de bataille. Sivet reconnaît la vérité et affirme que peu d'ennemis peuvent lui offrir un bon combat. Mais Mimo demande pourquoi il ne combat pas la déesse visée. Sivet affirme que la déesse est effectivement forte, mais que leurs royaumes ont un traité de paix. Mais si jamais la guerre éclatait, il adorerait combattre les héros qu'elle a invoqués d'un autre monde, car ils sont censés être incroyablement forts. Mimo sourit tandis que Sivette se lasse de Myst et lui dit qu'il ne veut pas combattre une faible comme elle, et lui demande de simplement laisser tomber son épée et d'accepter sa mort. Myst refuse évidemment, ce qui agace le chevalier aux cheveux blancs. Mais Mimo décide d'adoucir l'affaire, et lui dit que s'il veut combattre un adversaire fort qui peut réellement l'affronter d'égal à égal, alors Sivet devrait le choisir comme nouvel adversaire car il est un héros d'un autre monde. Tout le monde est choqué d'entendre cela, y compris Myst qui n'en avait aucune idée, mais Sivet rit, affirmant qu'il savait que quelque chose était différent chez lui. Il demande pourquoi diable un héros se promène dans les forêts si loin de son royaume, et Mimo décide de dire la vérité, car il sait que Sivet le saura cilement. Il révèle à Sivette que la déesse le considérait comme étant d'une classe différente des autres héros, et c'est pourquoi elle l'a séparé et l'a envoyé au loin. Il n'y avait pas un brin de mensonge là-dedans, mais comme prévu, Sivette a pensé que Mimo devait être un héros très fort, et c'est pourquoi il avait été autorisé à partir seul. Il demande ce que Mimo veut de lui, et Mimo répond qu'il veut reporter leur match pour l'instant. Sivet rit et demande ce qu'il obtiendra en retour, et Mimo répond qu'il s'entraînera et deviendra plus fort que n'importe qui, même la déesse elle-même. Et ensuite il reviendrait pour affronter Sivette dans un match à mort sans retenue. Sivette rit comme un sociopathe à cela, et affirme qu'il adorerait voir ça un jour, et dit à Mimo qu'il est libre de partir, et même les chevaliers dragons partiront une fois qu'ils auront réglé le compte de la princesse elfe. Le visage de Mimo change, et il dit à Sivet qu'il ne peut pas les laisser faire quoi que ce soit à Myst, car il a besoin d'elle pour l'aider à devenir plus fort. Sivet rit une fois de plus, affirmant qu'il le permettra aussi car il veut vraiment le combattre bientôt. Karen essaie de s'y opposer, mais Sivet lui dit de se taire s'il veut rester en vie, et bientôt ils s'envolent tous alors que Sivet dit à Mimo de devenir fort avant que sa patience ne s'épuise. Mimo sourit et lui fait ses adieux en attendant qu'il soit exactement à la portée qu'il voulait, et utilise immédiatement son sort de paralysie sur eux. Sivet réalise que quelque chose ne va pas, mais il est trop tard, car très vite tous les dragons et leurs cavaliers tombent au sol l'un après l'autre, tandis que Mimo se moque d'eux, affirmant que ce n'est pas une histoire héroïque où les gens honorent leurs paroles. C'est son histoire sombre de vengeance contre le monde, et il ne se soucie pas de la manière dont il l'atteint. Sivet se débat au sol, demandant avec colère « Ce diable, il a fait ». Mimo ne prend même pas la peine de répondre, et utilise du poison sur eux tous, les tuant immédiatement. Mais Sivet continue de se débattre même après avoir été touché par son sort de poison, ce qui lui rappelle le dévoreur d'âmes, le seul autre monstre qui avait réussi à bouger un peu en étant empoisonné. Sivet est cependant bien plus fort, il ramasse sa lance pour la lancer sur Mimo, mais finit par tomber d'épuisement. Soudain, une alarme est envoyée pour des renforts, et une énorme horde de chevaliers dragons arrive. Sivet essaie de leur aboyer des ordres, leur disant de garder leur distance et de tuer Mimo et Myst. Mais les chevaliers dragons sont trop choqués de voir les 4 plus forts, y compris leur chef Sivet, au sol, mort ou mourant. Mimo dit à Myst qu'elle peut s'enfuir tant qu'il y a une chance, mais elle lui dit qu'elle est son garde du corps et restera à ses côtés. Mimo sourit et se connecte immédiatement à Piggy grâce à sa nouvelle capacité apprise. Bientôt, Piggy émerge du dos de Mimo et envoie un tas de tentacules vers les chevaliers dragons volants, augmentant la portée de Mimo alors qu'il utilise son sort de paralysie sur eux. Bientôt, il commence à pleuvoir des dragons et des humains alors qu'ils tombent tout autour de lui, mais il décide qu'il va utiliser ces hommes comme cobayes, alors il utilise différents sorts sur eux pour les tester. Il utilise le sort de Berserk sur Karen, qui devient immédiatement fou, et commence à appeler le manager avant d'utiliser le sort de Ténèbres sur le pirate, le rendant réellement aveugle alors qu'il lutte pour voir ce qui se passe. Après avoir tout terminé, il les laisse simplement mourir et les paralyse une fois de plus pour s'assurer. Soudain, il réalise que tout le monde est mort, mais Sivet survit encore d'une manière ou d'une autre, ce qui le choque vraiment. Il s'approche de lui,
alors qu'il rend son dernier souffle et s'effondre sur le sol, enfin mort. Après cela, Mimo et Myst entrent dans la forêt, sachant qu'au moins personne ne les suivra. Mais Myst affirme qu'il pourrait encore y avoir le chevalier dragon noir, connu sous le nom de tueur de héros, qui doit être à sa poursuite. Mimo se souvient soudainement qu'il a tué quelqu'un comme ça, ce qui choque vraiment Myst alors qu'elle se demande à quel point cet homme est fort. Elle lui jure fidélité, promettant de rester à ses côtés, quoi qu'il arrive, à travers toutes les épreuves, tandis que lui s'engage à lui rendre l'appareil. Ils entament enfin leur périple ensemble, s'enfonçant dans les forêts, sans la moindre idée des aventures qui les attendent au tournant. Plusieurs jours s'écoulent avant que Mimo et Myst n'atteignent une nouvelle ville, qui semble littéralement grouillée de vie. Le marché, en effet, déborde de conversations animées, de rires joyeux. Le commerçant lui révèle alors que ce masque est une réplique fidèle du légendaire boutique en roi des mouches, et son regard est attiré par un masque étrange, défendit avec bravoure, mais malgré tous ses exploits, certains politiciens contre une armée colossale, bannie du pays, le désignant comme la source de toute race. Le roi des mouches, dès lors, ne fut plus jamais aperçu. Mimo, finalement, achète le masque et le rapporte à sa tante, où, curieux, il décide de l'essayer. Il médite sur la ressemblance frappante entre son propre destin et celui du roi des mouches, mais à la différence du roi démon, il est absolument résolu à se venger de la déesse. Le lendemain matin, il part explorer la ville en compagnie de Myst, qui est convaincu que leurs ennemis ne s'attendraient jamais à les trouver en plein cœur de la cité. Mais Mimo demeure extrêmement vigilant, s'assurant constamment qu'ils ne sont pas suivis. Soudain, son regard est attiré par un gigantesque et très ancien bâtiment. Myst l'informe alors que cet édifice est le fameux Colisée, un lieu où esclaves et mercenaires réalise alors avec une certaine surprise entre eux que cet endroit des bêtes est en substance dans l'exacte réplique de Rome, c'est le royaume du vent, son propre monde. L'intégralité s'empresse donc de demander tant qu'on voit exerce le contrôle sur cette vaste région, alors qu'à ses débuts, de nombreux nobles et soldats s'y affrontaient pour démontrer leur puissance. Il arrivait même, à plusieurs reprises, que les plus valeureux soient choisis pour commander l'armée tout entière. Mimo, peu intéressé par toutes ces balivernes, intime à la jeune femme de le suivre dans une charmante petite auberge. Elle, de son côté, se plaint qu'il devrait absolument économiser leur argent, un sourcil levé, et lui suggère vivement, mais la jeune femme, d'un naturel plutôt effronté, affirme sans la moindre hésitation qu'elle n'a pour des raisons aucun problème à ce qu'ils partagent la même couche. Plus tard dans la soirée, ils se rendent à la taverne pour dîner. Mimo remarque alors que l'endroit est étrangement bondé de monde, bien plus que d'habitude. Il écoute attentivement, en silence, toutes les conversations qui l'entourent. C'est alors que des hommes se mettent à colporter des rumeurs, racontant comment les chevaliers dragons noirs sont tous morts. Mimo est reparti à la recherche de la princesse elfe et continue d'écouter attentivement. Il se moque de Quill alors que quelqu'un affirme que le groupe de mages, suggérant se faisant appeler être caché prétend avoir massacré tous les chevaliers dragons. Cuisine, les autres hommes, à préparer un sandwich, même qu'ils ont pu tuer Myst également, ignorant totalement qu'elle se trouvait assise juste là, devant leurs yeux. Myst informe Mimo qu'Ashinto est sur toutes les lèvres en ville ces derniers temps. Il s'agit en effet de mages noirs qui semblent vouer un culte à un dieu maudit et foncièrement maléfique. Il traverse au moment même où elle lui donnait ses précisions, la porte de la taverne sans ménagement quelques personnes d'une table, laissant entrer avant de s'y installer et de réclamer bruyamment de l'alcool. Qui se proclament être les sorciers réalise alors que ces individus, malgré leurs airs, ne semblent ni très effrayants, soudain Mimo surprend deux hommes en pleine conversation. Ils discutent du fait que la mort de ces chevaliers dragons pourrait bien être l'œuvre de la mystérieuse sorcière interdite, et l'un d'eux prétend même que quelqu'un l'aurait aperçu aisément prétendre. Mimo s'approche aussitôt d'eux, leur commande généreusement plusieurs bières, et de quoi manger, en échange bien sûr, de quelques précieuses informations. Les hommes, ravis de cette aubaine, s'empressent de lui révéler que la sorcière interdite est, selon la rumeur, une elfe noire que l'on n'avait pas vue depuis une décennie entière. Il demande alors, mais plus récemment, les hommes prétendent l'avoir aperçu en train de combattre férocement dans les arènes. Soudain, du Colisée de la taverne s'ouvre en grand. En tant que redoutable combattante de les hommes, un sourire aux lèvres, affirment aussitôt que Mimo a une chance incroyable, car c'est précisément la femme bête dont il venait à se parler. Mimo se dirige sans attendre vers la jeune femme bête, lui offrant généreusement une boisson et de quoi se restaurer. La femme guépard se présente comme Ève et, sans détour, Ève malheureusement lui demande le déçoit profondément ce qu'il attend d'elle, en affirmant que tout cela lui demande alors simple rumeur déjà aperçue lancée par la fameuse sorcière interdite. Elle admet certes être entrée. Elle lui demande alors dans la forêt dorée, s'intéresse là où la sorcière est supposée résider. Mimo, sans hésiter, mais elle assure ne l'avoir présentant comme un jamais rencontré, désireux de réaliser un biopic sur sa vie.
Sur ces mots, Ève quitte la taverne. D'un ton grave, après, Mimo le met simplement en garde, et cette dernière lui affirme avec une confiance inébranlable que cette garce de femme bête était en train de mentir. Car lui dit-elle, Mimo, qui partageait la même intuition, pas décide d'approfondir cette affaire dès le lendemain. Ils regagnent leur auberge pour la nuit. Là, Mimo réalise, horrifié, qu'il a complètement oublié de nourrir son slime et craint déjà une éventuelle poursuite en justice de la part de la PETA. Bientôt, ils se mettent à dévorer de vieux sandwichs au fromage qu'il avait conservés dans son sac magique, un mets que Myst apprécie particulièrement. Mimo se demande comment il pourrait bien soutirer davantage d'informations à Ève. Myst lui répond alors que la seule chose qui importe réellement aux combattants de sang, c'est l'argent, car grâce à lui, ils peuvent espérer acheter leur liberté à leur maître. Mais pour y parvenir, il leur faudrait une somme d'argent absolument colossale. Mimo décide d'en apprendre davantage sur Ève dès le lendemain matin. De son côté, Myst, soucieuse de maintenir sa silhouette en sablier, décide de brûler quelques calories. Elle enfile son armure qui, il faut le dire, laisse tous ses points vitaux exposés. Elle commence alors à s'exercer à l'épée, sous le regard admiratif de Mimo, qui réalise, amusé, que cette femme est capable de préparer un sandwich et de le trancher avec sa lame, un atout non négligeable. Impressionné par ses compétences, il lui demande si elle pourrait lui enseigner quelques mouvements de base, ce qu'elle accepte volontiers. Elle l'incite à se donner à fond et à l'attaquer sans retenue. Myst lui assure de ne pas s'inquiéter, car elle a été par le passé l'instructrice des chevaliers sacrés. Mimo se jette alors sur elle de toutes ses forces, mais elle esquive habilement et lui bloque les deux bras derrière le dos. Mimo cède aussitôt, et Myst le relâche, juste au moment où ils sont tous deux, épuisés, couverts de sueur. Myst se dit que c'est aux femmes de laver le linge, alors elle descend aussitôt pour nettoyer leurs vêtements. Mais étrangement, elle se met à renifler la cape de Mimo, juste au moment où il arrive derrière elle. Elle dissimule immédiatement son geste, tout en lui expliquant qu'elle a, de toute façon, l'habitude de faire la lessive. Un peu plus tard, Myst s'en va se coucher, tandis que Mimo s'installe pour lire son livre de magie noire. Mais, tel un dyslexique invétéré, il n'y comprend absolument rien. Il réalise alors que Myst a fait de son mieux, s'efforçant de ne pas être un fardeau, et il décide, en son fort intérieur, de la remercier chaleureusement dès le lendemain matin. Cependant, avant qu'il ne puisse lui-même s'endormir, Myst se réveille. Mimo lui confie alors qu'il n'arrivait tout simplement pas à trouver le sommeil. Sans attendre, elle explique que la première herbe sort son petit sac d'herbe et en extrait 3 spécimens, la seconde, au contraire, chacun ayant des effets d'énergie bien distincts. Mimo se demande l'organisme d'une personne, mais décide tout de même de tenter l'expérience. Il sort donc quelques tasses, y dépose des cubes de bouillon, avant d'y verser de l'eau bien chaude. Après cela, Myst sort une petite fiole et commence à verser l'herbe dans la tasse. Mais elle réalise, un peu plus tard, qu'elle a commis une erreur. Elle a versé la potion énergisante au lieu de la potion relaxante dans le thé. Mimo comprend alors que la situation pourrait devenir délicate, étant donné qu'il se trouve dans une seule et même pièce, sans personne pour les observer. Mais il se remémore son objectif primordial, se venger de la déesse Vici. Cette pensée ramène aussitôt son esprit en mode concentration intense. Le lendemain matin, il retourne tous deux en ville afin de recueillir davantage d'informations. Profondément, Myst, quant à elle, car elle revient avec des potins particulièrement croustillants. Elle révèle à Mimo qu'Ève a été amenée ici en tant qu'esclave il y a de cela 3 ans, et qu'elle a démontré son véritable potentiel dès son tout premier combat. Mimo affiche un air visiblement troublé, car cela signifierait qu'Ève possède déjà suffisamment d'argent. Une telle situation rendrait de fait toute tentative de la soudoyer absolument hors de question. Assez étonnamment, Myst révèle qu'il y a bien plus à cette histoire. Apparemment, Ève avait déjà amassé suffisamment d'argent pour acheter sa propre liberté il y a 2 ans de cela. Mais elle est restée par dévouement, à cause d'une jeune enfant esclave dont elle souhaite également acquérir la liberté. Elle lui confie également que la plupart des combattants de sang les plus redoutables ont péri lors de leurs derniers affrontements. Elle soupçonne fortement que le vieux duc n'apprécie guère que ses gladiateurs puissent ainsi gagner leur liberté. Il truque donc les combats à leur détriment et les assassine de sang-froid, sans le moindre scrupule. Mimo se demande si Ève a la moindre conscience que son ultime combat pourrait bien lui coûter la vie, anéantissant ainsi s'il existe la moindre chance pour qu'Ève survive à cet affrontement. Pendant ce temps, mais Mimo est convaincu de son côté ne la laissera jamais en vie. Il tentera méticuleusement de l'éliminer en introduisant un nouveau combattant qui deviendra la détermination de la farouche à l'affrontement. Myst est profondément choqué par cette révélation et demande ce qu'il compte faire le lendemain. Mais Mimo lui répond qu'il n'est pas nécessaire d'attendre jusqu'à demain, car ils vont passer à l'action dès aujourd'hui même. Plus tard dans la soirée, Mimo parvient à retrouver Ève dans une ruelle sombre et lui barre le chemin. Elle semble visiblement confuse par cette intrusion et lui demande ce qu'il désire, puisqu'elle lui a déjà affirmé n'avoir jamais vu la sorcière. Mimo, sans détour, Myst décide d'intervenir, lui déclare affirmant qu'ils savent parfaitement qu'elle ment. Mimo, agacé, lui demande alors de cesser ses balivernes et de tout avouer. Myst, Ève adopte immédiatement une posture défensive et saisit son épée, mais Mimo la rassure, lui disant de se détendre, car leur seule intention est de l'aider. Ève maintient sa main fermement posée sur son épée, tandis que Mimo lui révèle que le duc a l'intention de la faire assassiner lors du combat. Il demande sans détour à Ève s'il devrait enlever la jeune fille qu'elle dissimule et la faire sortir de cette cité d'esclaves dès ce soir, car il a absolument besoin de et jure qu'elle leur tranchera les mains s'ils osent poser le moindre doigt sur la fillette.
Mais Mimo la rassure, lui disant de se tranquilliser, car ils n'ont absolument aucune mauvaise intention. Myst intervient à son tour, affirmant qu'ils savent pertinemment qu'elle s'est battue ces 2 dernières années, uniquement pour le bien de la petite Lise. Eve réalise alors que ces individus connaissent réellement tout d'elle. Elle se calme un peu et déclare qu'elle ne peut absolument pas se dérober au combat de demain et qu'elle doit impérativement y participer. Mimo demande s'il devrait emmener Lise en lieu sûr, mais Eve lui répond que s'ils ne respectent pas les règles strictes de cette cité et tentent de s'enfuir, des primes seraient immédiatement placées sur leur tête, et ils seraient alors traqués sans relâche par des soldats et des assassins durant toute leur existence. Elle affirme qu'elle aurait peut-être fui si elle avait été seule, mais comme Lise serait à ses côtés, elle ne peut absolument prendre aucun risque. Mimo insiste, déclarant qu'il peut la conduire en toute sécurité dans la zone dorée, là où réside la sorcière, car personne n'oserait s'aventurer dans cette région. Mais Eve lui rétorque que même lui ne parviendrait pas à pénétrer dans la zone elle-même, tant elle est excessivement dangereuse. Mimo, cependant, promet solennellement que quoi qu'il advienne, il veillera à assurer la sécurité de Lise du mieux qu'il pourra. Eve considère sérieusement cette proposition et jette un regard à Myst, réalisant aussitôt qu'elle possède une solide expérience en arts martiaux. Elle demande alors à Mimo de quoi il est, lui, réellement capable. Mimo tente de minimiser ses propres capacités, affirmant qu'il peut vaincre le roi squelette avec une relative facilité. Eve sourit, concédant qu'un roi squelette est certes un adversaire redoutable, mais que ce n'est absolument rien comparé à ce qu'il pourrait rencontrer dans la zone dorée. Mimo réplique en révélant qu'il est, en réalité, celui qui a vaincu les redoutables chevaliers dragons noirs. Eve, cependant, ne le prend absolument pas au sérieux et se contente Mimo de lève rire immédiatement de lui, son bras. et avant même qu'Eve n'ait le temps de dégainer son épée, il utilise sur elle sa capacité de paralysie, figeant complètement son corps, tandis qu'elle se débat désespérément dragons. Il lui intime de se calmer, car plus elle s'efforcera, plus elle perdra de points de vie. Myst s'avance à son tour et retire sa cape, révélant ainsi qu'elle est la princesse elfe que les chevaliers dragons pourchassaient. Elle affirme avec une conviction certaine avoir assisté à la bataille de ses propres yeux, témoignant de la puissance de Mimo. Sur ce, Mimo libère Eve de son sort de paralysie. Elle croit enfin en ses capacités, mais lui répond que, malgré tout cela, elle n'acceptera pas leur aide. Elle suivra la voie légale, celle de remporter son ultime combat demain, et de libérer Lise de l'esclavage, car elle fait bien plus confiance à son propre Stringot qu'à de parfaits inconnus qu'elle vient à peine de rencontrer. Mimo la regarde, dubitatif, et lui demande si elle pense réellement que le duc la laisserait s'en aller aussi facilement, car il a entendu dire que ce duc est un personnage plutôt retors et très difficile à gérer. Mais Eve affirme que, malgré son manque d'éthique, elle croit toujours qu'il reste un être humain et qu'il ne peut être assez impitoyable pour renier ses propres engagements. Elle fera donc confiance à ses propres compétences pour vaincre son adversaire demain et ainsi entamer une toute nouvelle vie. Mimo décide de s'en aller et dit à Eve que si Après jamais cela, elle venait à changer ils d'avis, retournent en ville. il l'attendrait C'est alors patiemment devant qu'ils les portes aperçoivent principales de soudain la cité, une foule et ce, considérable jusqu'aux premières massée lueurs autour de des l'aube. mages noirs. Ces derniers affirment Ils les ignorent que l'homme de superbement cette demeure et poursuivent a leur osé chemin. proférer Alors que des la nuit commence à blasphèmes tomber, à l'encontre ils entendent de leur soudain Dieu. les voix de ces mêmes mages noirs Ils ont donc, qui harcèlent disent-ils, sans la moindre rendu raison leur une jugement pauvre jeune fille. et lui ont Ils tentent de froidement l'enrouler dans tranché le la culte, gorge. mais Mais son refus catégorique lui vaut une violente gifle en plein visage. Myst, furieuse, s'apprête à intervenir pour la défendre, mais Mimo l'arrête net. Il préfère utiliser son sort de berserk sur l'un des mages. L'homme, pris d'une folie soudaine, se met à frapper et à mordre quiconque se trouve à proximité, offrant ainsi à la jeune fille un précieux répit pour s'échapper. Mimo lance ensuite le même sort sur les autres, qui se mettent tous à se battre entre eux, tandis qu'ils quittent discrètement les lieux, en compagnie de Myst. Un peu après minuit, Mimo et Myst se dirigent à nouveau vers la porte principale de la ville. Myst lui demande alors s'il croit sincèrement qu'Eve viendrait solliciter leur aide. Mimo lui répond qu'il sait pertinemment que le duc est un véritable salaud, et que si Eve choisit la voie légale, elle se fera royalement piéger, sans le moindre doute. Cette même incertitude a tourmenté Eve toute la nuit. Elle a lutté pour trouver le sommeil, obsédée par le lendemain, et la question de savoir si le duc tiendrait réellement sa parole. Elle décide alors de se rassurer en allant demander directement au duc si leur accord concernant la libération de Lise était toujours d'actualité. Mais avant même qu'elle ne puisse pénétrer dans la pièce, elle surprend un soldat en pleine conversation avec le duc, discutant du combat du lendemain. Le soldat lui demande s'il y a des modifications au plan, mais le duc répond sèchement qu'il n'y aura aucun changement et qu'Eve mourra bel et bien demain. Cette révélation la sidère complètement. Le duc explique en détail comment il compte lui administrer un poison qui engourdira ses sens. Le soldat rit de bon cœur, tandis que le duc se plaint d'avoir été contraint de dépenser une fortune pour le sanctuaire qu'on lui bâtit, car elle était très appréciée du public. Mais il la considère, lui, comme une créature sous-humaine qui ne devrait même pas exister. Eve n'en croit absolument pas ses propres oreilles. Pendant ce temps, le soldat demande ce qu'il adviendra de la petite fille, et le duc, cet imbécile, répond qu'il l'élèvera pour en faire une épouse parfaite, ou bien plus simplement, qu'il la prostituera pour une somme d'argent considérable. Ils éclatent tous de rire, tandis qu'Eve, les dents serrées de rage, retourne à sa cellule. Elle a enfin pris une décision irrévocable. Elle se saisit d'une cape et se dirige résolument vers la porte principale, où elle découvre Mimo et Myst, tous deux l'attendant patiemment.
Mimo est surpris de la voir arriver si tôt, mais elle lui répond que le duc est bel et bien une bête immonde, indigne de toute confiance. Elle accepte donc l'offre de Mimo et s'enfuira avec eux. Mimo, de son côté, exige certaines choses en retour. Ève acquiesce, promettant de révéler l'emplacement exact de la sorcière et même de les accompagner dans la dangereuse zone démoniaque dorée. L'accord est ainsi scellé et Mimo se prépare à enlever la petite fille. Pendant ce temps, à l'autre extrémité de la ville, l'elfe noir travaille sans relâche dans une taverne, nettoyant les tables. Le gros propriétaire, lui, sort de la cuisine en hurlant, lui ordonnant de bouger ses mains bien plus vite. La pauvre jeune fille fait de son mieux pour travailler plus rapidement, mais la grosse, visiblement dépourvue de la moindre once d'intelligence, se met à frapper Lise sans la moindre raison de retenir ses larmes jusqu'à et ce de que la rester fillette forte, se s'écroule remémorant au la sol, force d'Ève, tandis et qu'elle, puisant un la certain grosse, réconfort. se La moque grosse, d'elle sans avec la moindre une raison, cruauté se sans met à nom. lui hurler dans les oreilles, quand soudain, la porte s'ouvre avec fracas, projetant la grosse et hideuse mégère au sol, sans ménagement. Ève entre, furieuse, enragée par la façon dont la grosse a traité Lise, et dégaine son épée. Mais la grosse s'écroule aussitôt au sol, suppliant pour sa vie, affirmant avec force qu'elle n'a jamais eu l'intention de maltraiter la jeune fille. Mais le duc, insiste-t-elle, lui avait ordonné de discipliner la jeune fille avec la plus grande sévérité, et si elle n'avait pas obéi, il l'aurait lui-même punie. Ève déclare à la grosse qu'elle partira avec Lise et lui intime que si elle tient à la vie, elle devra raconter à tout le monde que Lise a été enlevée par des inconnus et qu'Ève est partie à leur poursuite. La grosse se met à pleurer et accepte toutes ses exigences avant de dire à Lise qu'elle n'a jamais voulu la maltraiter, mais qu'elle y a été contrainte. Soudain, Mimo entre dans la taverne, son masque sur le visage, et dit à Ève d'y aller, car il souhaite simplement vérifier un petit quelque chose. Une fois qu'elles sont parties, il s'approche de la grosse orque hideuse et lui dit qu'elle a beau tromper Ève avec sa comédie, lui, il voit parfaitement clair à travers son jeu d'actrice lamentable. Il lui révèle qu'il a lui-même connu la maltraitance, et sait ce que l'on ressent, il ne peut donc pas la laisser s'en tirer aussi facilement. La femme tente de le bluffer, affirmant qu'elle est la seule à pouvoir les protéger de la fureur du duc, une fois qu'il aura vent de cette affaire. Mais Mimo en a plus qu'assez de ses inepties. Il utilise immédiatement son sort de paralysie, suivi d'un sort de poison, ce qui d'une manière ou d'une autre la rend encore plus hideuse, tandis qu'elle commence à agoniser lentement. Mimo sort un couteau et commence à maquiller la scène, pour faire croire à un simple vol, avant de quitter la taverne et de s'échapper par les égouts. Ils commencent alors à se frayer un chemin à travers les dédales souterrains. Lise se présente, suppliant Mimo de la laisser les accompagner, car elle désire plus que tout rester auprès d'Ève. Mimo la regarde, lui expliquant que leur chemin s'annonce extrêmement périlleux, mais Ève, avec une confiance inébranlable, lui répond qu'elle ira parfaitement bien tant qu'elle pourra rester aux côtés d'Ève. Mimo acquiesce. Il sort alors rapidement le slime de son dos et le leur présente avant qu'ils ne reprennent leur progression hors des égouts. Peu après, ils pénètrent dans les profondeurs de la forêt et commencent à s'y frayer un chemin. C'est alors qu'Ève s'approche de Mimo et lui déclare demande d'où lui vient cette avec une confiance si soudaine. sincérité Elle lui répond que Mimo absolue aurait très bien pu employer qu'elle d'autres lui méthodes fait pour extorquer désormais des informations entièrement et aurait même pu confiance tenter de la et qu'elle menacer est en prête enlevant Lise par ses à propres moyens, risquer sa vie mais pour il a lui, choisi au contraire sans la moindre d'être hésitation. totalement honnête avec elle concernant ses véritables motivations. Elle lui demande ensuite pourquoi, précisément, il souhaite rencontrer la sorcière. Il lui répond qu'il possède un texte ancien, qu'il est convaincu que seule la sorcière pourra déchiffrer. Ève lui demande alors s'il a l'intention de lui faire du mal, mais Mimo refuse catégoriquement, affirmant que tant que la sorcière ne les attaquera pas, il n'aura absolument aucune intention de la blesser. Bientôt, ils se mettent en route à cheval, et Mimo confie à Myst qu'Ève a sans aucun doute un lien avec la sorcière. Il a également appris que la sorcière est une elfe noire, tout comme Lise, ce qui pourrait s'avérer très pratique, car elle pourrait témoigner en leur faveur. Soudain, il aperçoit une multitude de lumières provenant du royaume, et comprend que quelqu'un a déjà donné l'alerte. Ève est convaincue que quelqu'un l'a vue et déclare qu'elle les retiendra, pendant que les autres pourront s'enfuir. Mais Mimo refuse catégoriquement, déclarant qu'ils tiendront bon tous ensemble. Il commence par distraire la moitié des forces en les faisant poursuivre des chevaux, pendant qu'eux se dissimulent dans les buissons pour une attaque surprise. Il dit à Ève de se replier avec Lise, car pour ce plan précis, il a absolument besoin de Myst en première ligne. Une fois tout en place, il prend enfin son masque et l'enfile, prêt pour l'ultime confrontation contre les forces du duc. Le chef du groupe de mages noirs Ashinto reconnaît immédiatement qu'il se dirige droit vers un piège et s'arrête, affirmant que les ennemis doivent être cachés à l'intérieur de la jungle. Il sent Myst dissimuler derrière un arbre et l'interpelle, déclarant qu'il voit clair dans toute leur ruse. Myst se révèle, portant le masque du roi des mouches, ce qui semble amuser le chef stupide, qui se moque d'elle, tandis que ses acolytes pointent leurs flèches droit sur elle. Il lui ordonne de livrer la fille léopard, ainsi que l'elfe noir s'ils veulent rester en sécurité, et promet qu'il ne leur ôtera pas la vie si Myst obéit à ses ordres. En fait, il lui propose de rejoindre le groupe Ishinto, car elle a l'air d'une guerrière plutôt habile. Myst lui demande ce qu'il fera si elle refuse son offre, et le chef commence immédiatement à lui raconter comment son groupe de mages noirs a réussi à abattre les chevaliers dragons, aux côtés du plus fort chevalier que l'humanité ait eu à offrir. Il affirme qu'une seule malédiction a suffi à les mettre à terre, après quoi il n'était pitié plus que de simples insectes qu'il a écrasés sans difficulté.
Mist sait évidemment que c'est un mensonge, puisque c'est Mimo qui a tué les chevaliers dragons avec ses stratégies astucieuses, mais elle décide de jouer le jeu, car tout le groupe Hashinto semble partager une seule et unique cellule cérébrale entre eux. Elle rengaine sa lame et demande au chef de promettre qu'il ne fera aucun mal à Eve ni à l'elfe noir, et le crétin accepte, promettant de ne faire de mal à personne. Elle lui ordonne de la suivre alors qu'elle commence à se diriger vers la forêt, mais le chef sent que quelque chose ne va pas du tout, et dit à ses acolytes de s'arrêter. Il rit de Mist, lui demandant si elle avait vraiment la moindre intention de livrer les filles. Il affirme qu'il serait complètement stupide de demander à un énorme peloton de la suivre à l'intérieur de la forêt, puisqu'il est bien plus facile de simplement faire sortir les filles. Il lui demande si elle essayait de les amener à portée d'un sort quelconque. Mist réalise que son évaluation est parfaitement juste, alors le chef dit immédiatement aux mages de maintenir leur distance et de se préparer au combat. Mist garde son calme et demande s'ils vont la tuer avec leur malédiction idiote spéciale qui n'existe absolument pas. Mais le chef sourit, tandis que le groupe prend immédiatement Mist pour cible avec leurs arcs et leurs flèches. Le chef affirme que chaque membre de leur groupe est un ancien de la guilde des assassins, qui a été écrasé par les héros parce qu'ils l'ont jugé inconstitutionnel. Mais certains membres ont survécu. Ils ont donc toujours la connaissance de tous les terribles poisons qui peuvent tuer un humain avec une seule et unique goutte. Mist répond que le poison est une arme de femme, mais le chef la traite de sexiste, car le genre n'est qu'une construction sociale, et lui s'identifie comme un hélicoptère. Cet idiot finit aussi par révéler qu'ils n'ont pas tué les chevaliers dragons, mais les ont trouvés morts au sol sans la moindre trace. Alors, tout comme Usama, ils ont décidé de s'attribuer le mérite. Quiconque tentait de dénoncer leurs mensonges était tué par un poison puissant qui ne laissait absolument aucune trace, alors les gens ont commencé à croire qu'il pouvait y avoir une vraie malédiction. Mist demande pourquoi diable ils font tout ça, et le chef répond simplement qu'ils en avaient marre de leur travail de 9 à 5 et voulaient aussi faire quelque chose d'amusant, alors ils ont décidé de renverser le gouvernement et de prendre le contrôle de tout le pays. Puisqu'ils ont la connaissance de l'assassinat, ils peuvent tuer qui ils veulent et simplement prétendre qu'ils ont maudit la personne, ce qui fait croire aux gens que le dieu est de leur côté. Il demande ensuite où diable est le reste de son équipe, car il a du mal à croire qu'une femme faible qui devrait être à la cuisine essaierait de les affronter seule. Mist affirme qu'elle est plutôt forte, et la raison pour laquelle elle les affronte seule est qu'elle est la princesse elfe perdue que les chevaliers dragons chassaient. C'est clairement une nouvelle pour le chef, qui est pris par surprise et demande si c'est elle qui a tué les chevaliers dragons. C'était une excellente occasion d'effrayer les mages noirs en s'attribuant le mérite, mais elle a les cellules cérébrales d'une boule de bowling et gâche complètement la réponse. Le chef affirme immédiatement qu'une femme avec un QI de température ambiante ne peut pas vaincre les chevaliers dragons, et il ne croit pas qu'elle puisse être plus forte qu'eux de toute façon. Il fait venir un Baldi, affirmant que c'était l'adversaire qu'avait été censé affronter dès demain, et son frère est aussi dans leur équipe, son arbalète pointée sur elle. À sa grande surprise, il révèle aussi que leur autre frère, nommé Fang, était celui qui la chassait dans la forêt, mais est mort mystérieusement, et à cause de cela, le Baldi veut se venger. Mist ne sait absolument pas comment gérer cette situation, tandis que le chef des mages finit par l'encercler avec ses acolytes, lui ordonnant de se rendre si elle veut vivre. Mist tombe à genoux en espérant que Nemo trouvera un moyen de s'en sortir d'une manière ou d'une autre, et il ne manque pas de le faire. Il lance une grenade flash sur les ennemis avant d'utiliser le slime comme une extension de lui-même, tandis qu'il s'installe sur son setup de jeu ultime et lance un sort de paralysie sur eux tous. Les mages noirs sont surpris de cela, tandis qu'il sort de la forêt comme un vrai caïd et dit à Mist qu'elle n'a pas à s'inquiéter de quoi que ce soit, car il aime les bimbos bien en chair. Le chef n'en croit pas ses yeux et dit à Nemo qu'il a envoyé un groupe dans la forêt pour s'assurer qu'il n'y avait pas d'embuscade, mais Nemo affirme qu'il s'est déjà occupé des 15 d'entre eux. Il leur lance ensuite le sort de gibber, rendant leur visage violet alors qu'ils chient et vomissent sur le sol. Mimo affirme qu'il était le cerveau depuis le début, car il a intentionnellement créé une situation où il penserait que les pièges ont été gibber dans la forêt, après quoi Mist essaiera de les emmener à l'intérieur de la forêt. Cela a fait croire au chef qu'il était plus intelligent, et il a misé sur son arrogance, ce qui a été la raison de sa défaite, car s'il était simplement entré dans la forêt, les plans de Mimo auraient échoué. Bientôt, le groupe Gibber Hashinto meurt à leurs pieds, mais les ennuis ne sont pas encore terminés, car les autres troupes arrivent aussi vers eux. Il dit à Mist de ramener Lys dans la forêt et de se cacher, pendant que lui et Eve s'occuperont des assaillants. Bientôt, tout le bataillon arrive sur place et se précipite sur Eve pour la neutraliser rapidement, mais cela les a seulement fait entrer dans la portée des malédictions de Mimo alors qu'il leur lance un sort de paralysie, les arrêtant net dans leur élan. Il leur lance aussi un sort de poison, tandis que de la direction opposée, le duc lui-même charge sur eux, jurant qu'il exposera sa fourrure au mur et montera sa tête sur une pique.
Mimo essaie d'utiliser son sort de paralysie, mais malheureusement, il a atteint sa limite quotidienne, et pour plus, il devra s'abonner au plan premium. L'acolyte du duc était sur le point de le frapper, mais il utilise immédiatement un sort de ténèbres qui le rend aveugle, et donne à Eve la chance de lui couper la tête d'un seul coup. Il commence à utiliser son sort de cécité sur chaque chevalier autour de la zone, tandis qu'Eve sautait sur tout le monde, les tuant avec son épée. Cela effraie vraiment le reste des troupes, et ils commencent à s'enfuir. Mais Mimo lui dit de ne laisser absolument personne s'échapper. Eve attrape immédiatement une lance et la jette sur un seul ennemi, le transformant en brochette, ce qui lui a donné l'impression d'être une femme forte et indépendante. Pendant ce temps, Mimo se promenait, en lançant des malédictions sur les ennemis comme s'il distribuait des bonbons d'Halloween. Un chevalier essaie de l'attaquer, mais Myst lui tire une flèche dans le cul, sauvant ainsi la vie de Mimo. Le duc commence à désespérer et tue son propre soldat, affirmant que personne ne s'enfuira. Pendant ce temps, la salope devient complètement folle et enchaîne les éliminations jusqu'à ce qu'il ne reste que le duc. Le duc pense qu'il est dans une émission de télévision et dit à Mimo qu'un jour ils se battront à nouveau avant de se retourner pour partir, mais Mimo n'est pas de cet avis et utilise le sort de paralysie pour l'arrêter net dans son élan. Eve l'achève immédiatement, après quoi Mimo s'avance et commence à geler les corps du groupe Ashinto avant de les briser en morceaux afin qu'ils ne soient plus jamais retrouvés, tandis que tout le monde pensera que c'est le groupe Ashinto qui a tué le duc et ses hommes avant de s'enfuir. Après cela, ils se dirigent tous vers une grotte pour se détendre un peu, où Mimo donne à Myst un petit plaisir d'oreille sans raison, avant de l'endormir sur ses cuisses, pas si juteuses. Le lendemain matin, il offre à Lys de nouveaux vêtements stylés, et ils décident de continuer leur voyage vers la zone démoniaque. Au moment où le soleil commence à se coucher, ils parviennent à atteindre la forêt enchantée, où Mimo remarque un énorme arbre sans feuilles en son milieu. Eve répond qu'il est connu sous le nom d'arbre corrompu, qui contenait autrefois de puissants pouvoirs magiques. Elle sort ensuite des hacks de cartes, affirmant qu'ils sont le point vert tandis qu'ils doivent se diriger vers le point rouge. Plus tard cette nuit-là, ils s'assoient tous près du feu de camp pour se reposer, tandis que Mimo semble très agité alors qu'il fait les 100 pas autour de la falaise, réalisant qu'il déteste toujours la déesse visée, tout autant qu'il la détestait la première fois que cette femme folle et épaisse l'a renvoyée dans les donjons. Il sait que la zone démon est l'un des endroits les plus mortels du monde entier, mais cela signifie aussi qu'il pourra en tirer énormément d'expérience. Il ne deviendra peut-être jamais aussi fort que les héros de rang S ou O, mais il peut sacrément réduire l'écart de force entre eux. Avec cela, il décide que le lendemain matin, il continuera son voyage à travers la forêt et continuera à tuer tout et n'importe qui qu'il rencontrera afin de pouvoir accumuler de l'XP autant et aussi vite que possible. Ainsi, au moment où il rencontrera la déesse à nouveau, il est prêt à la défoncer avec toute confiance et à l'achever. Le lendemain matin, ils se préparent tous à s'aventurer dans les profondeurs de la forêt mortelle, mais avant d'entrer, ils s'inspirent des ateliers clandestins chinois et confient tout leur bagage à l'enfant elfe noir. Mimo affirme que de cette façon, ils auront les meilleures chances de survie, alors il le croit marois sur parole et se dirige à l'intérieur de la forêt. Immédiatement, un énorme démon lézard apparaît, comme si c'était la Floride. Mimo réalise qu'il a l'air différent des monstres lézards normaux, et soudain le démon lézard ouvre une bouche extraterrestre, montrant ses dents dégoûtantes. Il attaque immédiatement Eve. Mimo utilise cette opportunité pour réduire la distance et utilise son sort de paralysie sur lui. Le monstre s'arrête net dans son élan immédiatement, tandis qu'il lui jette une malédiction de poison qui est très efficace, et le monstre meurt bientôt. Cela rend Mimo heureux, car maintenant il sait que ses sorts fonctionnent sur les monstres d'ici. Il dit à Eve qu'il pense que c'était un monstre particulièrement faible, puisque les monstres qu'il a tués dans les premiers donjons étaient aussi plus forts que celui-ci. Pendant que Lys se prépare à les suivre, Eve veut lui prendre les sacs, mais Mimo lui dit de la laisser faire. Eve craint que Lys ne tombe, et ses craintes se réalisent lorsqu'elle finit par glisser en sautant. Mais heureusement, le Slim la rattrape immédiatement, la sauvant d'une mort inutile. Après, Myst commence à sauter de pierre en pierre. Après s'être complètement mouillée, elle commence à éternuer, alors Mimo lui offre sa cape, mais cela ne fait que la rendre encore plus mouillée. Eve leur dit d'aller prendre une chambre, mais s'arrête soudainement, alors que ses sens de chatte commencent à picoter. Affirmant qu'elle a senti un monstre très fort et qu'elle agira comme appât pendant qu'il pose son piège, il se cache immédiatement derrière un arbre, tandis que ces énormes mais stupides monstres insectes commencent à abattre tous les arbres pour atteindre leur proie. Ils finissent de pas rentrer dans la portée de Mimo, cependant, alors qu'il émerge de derrière l'arbre et utilise un sort de paralysie sur les deux. L'œuf commence à briller et éclot pour révéler un cheval étrangement bleu qui commence à courir partout comme une folle. Mimo ne sait pas quoi en penser, et même Myst affirme qu'elle ne connaît aucun démon cheval qui ressemble à ça. Puisque Mimo ne peut sentir aucune hostilité du poney, il décide de le garder et de voir ce qui se passe. Soudain, Myst découvre une étrange chose, ressemblant à une tumeur sur le dos du cheval, et se demande ce que c'est.
Mimo est impressionné par cela et se demande s'il pourrait aussi lui faire porter leurs bagages. Mais le cheval semble vouloir un deuxième round. Mais bientôt, il commence à transférer plus de mana dans le cheval, qui brille en rouge et se transforme une fois de plus en un cheval noir à 8 pattes, laid mais qui a l'air cool. Alors Mimo décide de le garder pour le style, tandis qu'il bave sa langue partout sur Myst. Au moment où la nuit tombe, Myst le rejoint, affirmant qu'ils ont fait de rapides progrès grâce au cheval, et Mimo est d'accord quand il voit une lumière étrange venant de l'autre bout de la forêt. Mimo est assis devant un cadavre de démon géant, le secouant de gauche à droite. Eve est choquée de voir que Mimo a vaincu un monstre si fort tout seul. Elle ne voulait pas les déranger. Bientôt, ils emballent tous leur équipement, et Mimo décide de repartir une fois de plus et d'essayer de couvrir du terrain avant que la tempête n'arrive. Ils vivent avec Lise et s'amusent. Ils se sont tous sentis heureux de voir que leur dangereux voyage touche à sa fin. Myst et Mimo essaient tous deux de la sauver, mais ils sont trop loin pour frapper. Heureusement, le monstre recule immédiatement, demandant à Mimo s'il sait quelque chose à ce sujet, mais Mimo n'a aucune idée de ce qu'est cette chose, et lance immédiatement un sort de paralysie, alors qu'ils se demandent s'ils survivront un jour à cette situation. Mimo comprend rapidement que cela ne peut pas être une coïncidence, et se souvient qu'il a lu une fois sur un démon spécial qui n'est pas très fort en soi, mais quand il meurt, son cri attire des tonnes d'autres démons. Il pense que ce putain de grande gueule pourrait être l'un d'eux. Ce qui est fait est fait. Cependant, alors qu'une énorme armée de monstres approche, il commence rapidement à se creuser la tête, essayant de trouver un moyen de sortir de cette situation. Mais avant qu'il ne puisse décider correctement quoi faire, Eve s'avance, donnant aux autres la chance de s'échapper de cette zone et de trouver la sorcière. Eve était sur le point de promettre, quand Nemo lui dit d'arrêter d'être si gênante, car il ne dirait jamais quelque chose d'aussi bêtement abrutissant que ça. Il affirme qu'au final, elle n'est qu'une grosse chochotte et ne peut pas vaincre les monstres, peu importe à quel point elle essaie. Il sort son masque, lui disant que ce travail exige qu'un homme s'en occupe de manière virile, sale féministe malade, mais Mimo lui dit de fermer son clapet, car ils ont besoin d'elle pour négocier avec la sorcière, puisque la sorcière fait confiance à Eve et non à eux. Il se prépare et leur dit à tous de partir par les grottes, affirmant qu'il restera ici aux côtés du cheval et du slim, car ils ont les plus grandes chances de survie parmi eux. Puisqu'il est le chef ici et qu'il va donner les ordres. Eve accepte finalement tandis que Kiri réalise que quelque chose ne va pas, car il pensait être le personnage principal de cette histoire, mais ces monstres l'ignorent, tout comme votre coup de cœur vous ignore. Pendant que cela se produit, une des filles se fait gifler violemment par un monstre. Elle tombe au sol, se demandant si elle rencontrera Mimo une fois morte, mais c'est elle qui va être surprise, car Mimo s'apprête à tout défoncer. Il verse tous ses jus d'amour dans le cheval, le rendant plus grand et plus fort, et après cela, il se fait chasser par d'énormes monstres. Il se demande s'il survivra à cet assaut, mais réalise qu'il a le pouvoir de la masculinité toxique, qui est super op. De retour dans la forêt, Aya essaye d'aider tous les autres étudiants à évacuer, mais soudain Kiri et son imbécile arrivent et observent les lieux, disant à Yasu d'arrêter de jacasser, car il est toujours un incel coincé au bas de la chaîne alimentaire, et il vient de montrer pourquoi il ne pourra jamais obtenir une classe, peu importe la puissance qu'il obtient. Yasu est déclenché par cela, et recommence à jacasser, tout en montrant à quel point il est edgy. L'ami imbécile de Kiri se demande s'il devrait le tabasser, mais Kiri lui dit de laisser tomber, et Yasu leur dit d'aller se faire voir en quittant la zone, affirmant que chaque homme est seul. De retour dans la grotte, Eve dit à Myst qu'elle va retrouver Mimo. Myst craint qu'Eve ne se jette sur Mimo, alors elle demande pourquoi diable elle sort. Eve affirme qu'elle ne pense pas que Mimo puisse gérer autant de démons seul. Elle affirme que même s'il est le plus fort d'entre eux avec les meilleures statistiques, il a à peine dormi depuis qu'ils sont venus dans cette forêt. Myst est d'accord, car elle sait qu'il les a drogués pendant qu'il reste éveillé et garde, ce qui signifie qu'il n'est pas lui-même dans les meilleures conditions en ce moment. Eve affirme qu'elle ne mentait pas quand elle a dit qu'elle pouvait probablement gérer les démons seule. Elle affirme qu'elle est très douée pour travailler seule dans l'obscurité grâce à ses sens de chatte et à sa bonne ouïe. Myst est finalement d'accord, car elle aussi s'inquiète pour Mimo. Alors Eve décide de laisser Lise à ses soins pendant qu'elle part après Mimo pour s'assurer qu'il va bien. De retour sur le champ de bataille, Mimo sème la pagaille alors qu'il utilise le slime pour lancer un sort de berserk sur quelques monstres à l'avant, mais il réalise que jusqu'à présent, seuls les monstres faibles et chétifs sont morts, et les plus forts sont toujours derrière lui, tout près. Cela réduit sa visibilité ainsi que ses sens auditifs. Il ouvre rapidement sa barre de statut, seulement pour réaliser qu'il brûle du mana très rapidement, et pour regagner plus de mana, il doit tuer les monstres plus forts au milieu. Il se retourne immédiatement et commence à courir vers eux, tandis que le cheval écrase tout monstre venant vers eux sous ses sabots, et lance le sort de cécité cette fois. Il devient fou sur eux, spammant le berserk,
se fraye un chemin en courant vers le monstre géant au milieu. Il remarque que son mana diminue très rapidement. Il continue de fuir, alors qu'il réalise qu'il les isole rapidement, en lançant un sort de sommeil sur les autres démons plus petits, ce qui laisse les deux énormes seuls à le poursuivre, tandis qu'une personne est assise par terre, effrayée, devant un démon mort. Eve est prise par surprise et se demande ce qu'un humain fait ici, quand soudain une autre fille émerge des bois et essaie de lui asséner un coup de foudre. Eve parvient à bloquer l'attaque, mais Itsuki enchaîne avec un deuxième combo, ce qui la prend au dépourvu. Itsuki pense qu'Eve n'est qu'un autre démon et lui dit de se préparer alors qu'elle se jette sur elle, son épée dégainée, prête à la tuer. Tandis qu'Eve se demande si elle a assez de force pour combattre ses héros littéraux, Eve parvient à esquiver les attaques d'Itsuki. Elle sent que les coups d'Itsuki deviennent plus précis et se demande si elle s'améliore pendant leur bataille. Elle fait de son mieux, mais finalement, heureusement, sa sœur jumelle Iji arrive à ce moment précis et lui dit d'arrêter. Et Itsuki lui dit que si elle avait été un peu en retard, elle aurait été de la nourriture pour Léopard. Elle demande à sa sœur pourquoi elle l'a empêché de porter le coup fatal, et Iji répond qu'Eve n'est pas un démon. Il continue de spammer les malédictions de paralysie et de berserk quand un monstre mammouth arrive sur lui par derrière. Mimo essaie d'utiliser l'aide de Piggy pour l'atteindre rapidement, mais Piggy est trop épuisé et ne peut pas s'étirer suffisamment. Mimo doit lancer la cellule de sommeil sur le mammouth lui-même, puis il l'achève avec une malédiction empoisonnée. Il lui reste encore beaucoup de mana, mais Piggy n'est pas en état pour un autre round. Mimo le renvoie se reposer. Le monstre est un humanoïde doté d'une grande intelligence, et il a dû deviner que les malédictions ne peuvent être lancées que sur une cible clairement visible. Bientôt, le monstre court vers lui, et Mimo dit à son cheval de continuer à courir à ses côtés. Il essaie d'utiliser ses compétences sur le monstre, mais celui-ci se protège avec les corps morts d'autres monstres chaque fois que Nemo tente quelque chose. Le monstre s'arrête alors soudainement et projette un orbe de lumière verte dans le ciel qui commence à bombarder la zone de faisceaux magiques destructeurs. Le cheval fait de son mieux pour esquiver l'attaque, mais l'un des faisceaux frôle le bras de Nemo et un autre frappe les cornes du cheval, le faisant tomber au sol. Préparez-vous à combattre ensemble, et le monstre au visage humain lance un autre barrage laser qui crée des explosions en série tout autour. La fumée qui en résulte cache Mimo au monstre, et il jette son casque au sol pour le dérouter. Le monstre est prêt à faire exploser le casque, mais il remarque alors que ce n'est qu'un leurre. À ce moment-là, il entend la voix de Piggy au loin et tire vers elle, mais Nemo n'est pas là non plus. Le monstre sent que le cheval est derrière lui, et commence à souffrir, et il vérifie son statut pour constater que ses PV sont très proches de 0. À ce moment-là, le dernier monstre meurt, et Nemo passe au niveau supérieur une fois de plus. Sa compétence de paralysie est améliorée, et une nouvelle compétence est débloquée. Il décide de la vérifier, après avoir rejoint son groupe, mais ses bras. Eve réfléchit à la façon dont il a essayé de devenir un humain normal, après avoir été sauvé de ses parents abusifs, et réalise que s'il avait été normal, il se serait effondré après les horribles choses qu'il a affrontées dans ce monde. Myst a décidé de discuter avec lui et elle lui demande quel âge il a. Il lui dit qu'il a 17 ans et elle est choquée car il est plus jeune qu'elle. Mais Myst lui dit qu'elle n'a que 19 ans aussi. Elle dit à Mimo qu'elle a toujours pensé qu'il avait la vingtaine, vu son calme et sa maturité. Il lui demande si elle va le traiter comme un cadet désormais, et Myst répond que peu importe son âge, il restera toujours le maître qu'elle sert. Sur ce, moi essayant toujours de comprendre quelle était cette douce sensation sur ses lèvres, il voit Myst s'agiter, alors il l'endort grâce à ses compétences, et réalise alors qu'elle l'a embrassé en pensant qu'il dormait. Au lieu d'en être ravi, Mimo se sent mal à l'aise, car il ne voulait pas que leur arc romantique commence avant qu'il n'ait terminé sa vengeance. La prochaine fois, il trouve une porte qui peut être ouverte en injectant du mana dans un cristal. Mimo commence à y verser du mana, mais réalise vite que la sorcière a rendu son emplacement si facile à trouver, ce qui les mène à une vaste prairie avec des fleurs sauvages partout. Il semble y avoir un ciel au-dessus d'eux, même s'ils sont sous terre, et un vent doux souffle aussi. À l'extrémité de ce vaste espace se trouve un manoir taillé dans la roche elle-même. N'oubliez pas de vous abonner et de découvrir ce tout nouvel anime sur un humain qui se cache et devient le plus puissant chef de l'armée démoniaque.